Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté, le PTB Sondou et la région Grand Est dans le cadre du groupe de travail sur le sujet de l'eau porté par Région de France. Nous sommes très contents de vous accueillir. On est déjà à 102 participants, 200 inscrits, donc on aura encore sans aucun doute des personnes qui vont nous rejoindre au démarrage de ce deuxième, pas second, parce qu'il y en aura d'autres, de ce deuxième webinaire. Je vous rappelle, peut-être certains d'entre vous avaient déjà pu participer au premier qui portait sur les stratégies de gouvernance et la démarche d'animation pour un projet commun sur comment est-ce qu'on anime et on organise un PTGE dans les territoires. Et donc là, on arrive à ce deuxième volet portant plutôt sur les études socles. Donc voilà, merci aux participants, aux intervenants présents pour apporter leur témoignage. Merci à Jean-François qui sera notre modérateur pendant cet événement. Et merci à Clotilde qui a construit avec nous ce programme. Clotilde, je te laisse la parole. Merci Lionel. Bonjour à tous. Je suis Clotilde Maillot. Je suis chargée gestion quantitative de la ressource en eau au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est à quelques jours du printemps et on se pose tous la question de savoir si on aura suffisamment de ressources en eau cet été. Donc c'est vrai que c'est une question cruciale qui sera pour les usages, pour tous les usagers, mais aussi pour les milieux. Donc c'est une question importante, mais c'est une question aussi qu'on doit aborder avec un horizon beaucoup plus lointain. C'est aussi un sujet qui doit être abordé dans tous nos documents de planification. Alors, le SRADET pour les régions, les SCOT ou les PLU pour les collectivités. Donc ça, c'est important d'avoir une projection sur nos usages et sur le climat. Et donc, c'est vrai que certains territoires disposent aujourd'hui des PGRE, des plans de gestion de la ressource en eau, qui sont un petit peu les PTGE première génération. Mais aujourd'hui, face aux évolutions du climat, les territoires doivent inévitablement adopter une approche proactive et durable pour la gestion de la ressource en eau. Alors, c'est vrai que sur le territoire, on voit un petit peu des disparités par rapport aux démarches. Alors, on connaît tous les études volume prélevable qui sont assez bien marquées sur l'ensemble du territoire. Mais on a aussi les études HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat, qui sont des études qui sont spécifiques du bassin Loire-Bretagne, qu'on évoquera tout à l'heure. On retrouve aussi sur les autres bassins, enfin la majorité des autres bassins, des études prospectives d'adaptation. Alors là où c'est des études où il y a différents scénarios d'usage, différents scénarios de changement climatique. On en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que la démarche d'adaptation en termes de gestion de l'eau, elle passe surtout, comme on l'a vu au dernier webinaire, par une démarche qui est co-construite avec une stratégie qui est commune à tous et menée par tous les usagers de l'eau. Et donc ça passe donc par ce dialogue territorial qui est une mission aussi à part, qu'on peut en plus des études techniques et scientifiques. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de consacrer ce webinaire aux études fondatrices. Alors pour ce faire, donc on aura dans un premier temps par rapport au programme, donc on aura Claude Giton de l'IGEDD qui nous présentera le rapport sur les PTGE, un rapport de 2022, et un second rapport sur les analyses HMUC de 2024. Ensuite, on aura une présentation à deux voix de l'EPTB de la Sarthe, du bassin de la Sarthe. Et vous verrez comment un seul bassin a mené deux démarches différentes. Et on verra pourquoi il y a eu des démarches différentes et très différentes. Et puis, alors, on passera du temps aussi sur vos questions. Les intervenants répondront à vos questions que vous aurez posées tout au long du webinaire. C'est Jean-François Froger, donc du réseau des gestionnaires des milieux aquatiques, qui va faire qui va relayer toutes vos questions.
Donc d'ailleurs, je vous invite pour les questions à utiliser le petit onglet qui est en bas à droite de vos écrans, qui s'appelle Questions, et de ne pas utiliser le chat, ce qui permettra à Jean-François de suivre beaucoup mieux vos questions et de faire en sorte qu'elles ne soient pas oubliées. Voilà pour l'organisation. Donc, on est ensemble jusqu'à 16 heures. Les micros et les caméras sont désactivés. L'enregistrement a bien commencé. Et donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire à tous. Et puis, donc, je laisse la parole à notre premier intervenant, Claude Giton, donc de l'IGEDD. À tout à l'heure, bon webinaire. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter des études qui ont été faites dans le cadre de 2 rapports. Alors, je passe à la diapositive suivante. Voilà. Je vais vous présenter un retour d'expérience issu de 2 missions auxquelles j'ai participé. La première mission s'est intéressée au PTGE, les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Le rapport, nous l'avons remis en 2022. Et 2 ans plus tard, nous avons remis un rapport concernant les analyses hydrologie, milieu, usage, climat, HMUC, qui sont spécifiques au bassin de la Bretagne. Les 2 documents sont disponibles sur Internet. Vous avez là les liens que vous pourrez directement utiliser quand vous aurez le diaporama à votre disposition. Ah, zut, c'est parti dans le mauvais sens. Voilà, excusez-moi, je vais y arriver. Hein. Pour la première mission, nous avons examiné une quinzaine de PTGE, France entière. Et pour la seconde mission, nous avons expertisé, analysé 5-6 analyses HMUC, qui bien sûr se trouvent sur le bassin Loire-Bretagne. Les PTGE, les analyses HMUC s'intéressent à la gestion quantitative de la ressource en eau et vous verrez, il y a de nombreux points communs entre ces 2 sujets. Alors, rapidement brosser les points communs, on a à faire face à des évolutions nombreuses des textes qui encadrent tout ce qui a trait à un retour vers une gestion équilibrée, mais je ne ferai pas ici de rappel réglementaire. Le cas échéant, j'essaierai de répondre à des questions. Ensuite, dans les points communs, nous avons pu constater une appropriation insuffisante de certaines notions. Bon, c'est clair, hein, tout le monde n'entend pas la même chose derrière les mêmes termes. C'est le cas, par exemple, des débits objectifs d'étiage. Au corps défendant des acteurs, il faut bien reconnaître que les définitions précises ont parfois tardé à être données et quand elles sont intervenues, il y a déjà des interprétations locales, on va dire, qui étaient bien ancrées. Enfin, le passé et les démarches déjà engagées ont souvent un poids important et cela conduit à quelques difficultés lorsqu'il s'agit de réorienter des réflexions, des travaux. Nous avons par exemple pu constater des difficultés à suivre l'instruction PTGE de 2019 quand des démarches étaient lancées déjà depuis quelques années. C'est tout particulièrement vrai pour ce qui concerne la place des analyses économiques et financières, dont la promotion a été faite en 2019 et qui, quelques années plus tard, ont encore du mal à trouver pleinement leur place. Je parlerai tout d'abord des PTGE. Et à partir de la quinzaine de PTGE examinés, nous avons pu établir quelques constats que j'ai rapportés là en une diapositive. Tout d'abord, il existe des PTGE qui aboutissent. Alors, il est important de le souligner car l'ambiance, il y a 4 ans, quand la mission a été lancée, était plutôt à s'interroger sur le bien fondé de cette démarche. Était-il vraiment possible de définir des PTGE capables de déboucher sur des actions concrètes? Cette question a été beaucoup abordée, notamment au cours du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Et puis finalement, le concept de PTGE a été conservé. Il nous est apparu que les conditions de mise en place d'un PTGE sont essentielles. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent au lancement de la démarche, à son démarrage.
Et les difficultés rencontrées trouvent très souvent leur origine dans un déficit de méthode, un déficit de dialogue, un déficit d'écoute mutuelle. Ensuite, un PTGE ne peut pas se construire sur de l'à peu près. Il est nécessaire de mobiliser, de partager des connaissances éprouvées. Nous développerons un petit peu cet aspect aujourd'hui. Ça concerne globalement la question de toutes les études qu'il convient de mener. Et puis très tôt, il faut mettre fin à des confusions. Par exemple, c'est tout bête, mais il faut rappeler ce que sont les volumes prélevables. C'est une notion qu'on trouve dans le corpus français depuis plus d'une quinzaine d'années, et il a fallu attendre juin 2021 pour enfin avoir une définition réglementaire. Et faire le constat que tout le monde n'avait pas fait sienne ce qui allait devenir la définition qui, aujourd'hui, ne concerne que la période de base. Autre confusion, autre précision nécessaire, on a souvent vu des confusions entre un PTGE et ce qui serait, je dirais simplement, un programme de stockage de l'eau pour l'irrigation. Voilà quelques exemples d'ambiguïté, de non-dits, qui peuvent se révéler être source de difficultés. Suite à ces constats, nous avons identifié un certain nombre de voies de progrès pour les PTGE. Je vous présenterai en 3 axes. Un premier axe de progrès concerne la méthode de travail sur le terrain qu'il convient de conforter. D'abord, il faut définir très tôt ce qu'on appelle une feuille de route. Alors, l'additif de janvier 2023 à l'instruction PTGE en a introduit une définition. Je vous invite à vous y référer, ou nous y reviendrons si vous le souhaitez. Ensuite, nous recommandons d'adopter une démarche systémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans une vision complètement étriquée en disant on s'intéresse seulement à l'utilisation de la ressource en eau, voire même parfois on s'intéresse seulement au devenir de l'irrigation sur le territoire. Enfin, nous avons suggéré de préciser le positionnement de l'État pour favoriser l'aboutissement des PTGE. Un deuxième axe de progrès concerne l'amélioration des partages, si nécessaire, par la réglementation. Alors, que partager? Je vous rapporte ici 3 exemples. Il est tout à fait bénéfique de partager des informations sur les usages de l'eau. C'est une manière d'éviter des non-dits, des implicites et des incompréhensions. Il est notamment, tout particulièrement dans le cadre d'un PTGE, utile d'ouvrir la réflexion au devenir des plans d'eau aujourd'hui inutilisés. Et enfin, il serait parfois salvateur de mieux appréhender la question du partage de l'eau entre agriculteurs, car trop souvent, ce qu'on constate, c'est que le partage de l'eau disponible entre agriculteurs se fait selon la règle du premier arrivé, premier servi, en utilisant des références historiques, et une fois que les choses sont installées, elles deviennent pratiquement impossibles à modifier. Une troisième voie de progrès concerne, un troisième axe concerne le développement d'outils d'appui destinés aux acteurs, avec tout particulièrement des outils permettant de mieux évaluer l'équilibre de la ressource, des outils permettant de mieux développer une approche économique et financière, et enfin mettre en place un centre de ressources pour échanger les expériences. Sur les 3 ellipses que vous avez en bas du diaporama, de la diapositive, il y en a 2 qui sont cerclées d'un trait plus épais. Ce sont celles qui concernent tout particulièrement des études fondatrices, pour reprendre l'expression utilisée par Clotilde Maillot. Enfin, voilà une synthèse un peu des principaux axes de progrès que nous avons pu identifier. Et chaque PTGE, il serait utile qu'il se positionne par rapport à ces différentes cases pour dire oui, on y est, ou non, on n'y est pas. Et quand il n'y est pas, il y a des PTGE qui réussissent sans cocher toutes les cases, quoi. Mais il y a des PTGE qui ne réussissent pas parce que certaines cases, je dirais, ne sont pas cochées localement. Donc c'est vraiment une interrogation que nous avons voulu formuler pour que chaque PTGE en cours d'élaboration puisse se positionner. Alors, bien sûr, depuis la remise de notre rapport, des choses ont évolué. L'instruction relative au PTGE a été mise à jour, a fait l'objet d'un additif. Un guide d'élaboration et de mise en œuvre des PTGE a été publié. Et enfin, mais là, c'est tout récent,
Il y a une nouvelle rubrique sur le site Gesto qui est consacrée au PTGE, et cela doit permettre de centraliser et diffuser des informations, de favoriser le partage d'expériences entre les acteurs locaux et de référencer les PTGE dans le système d'information. Bon, c'est tout récent, une webconférence de présentation est organisée le 3 avril à 14 h. Vous pourrez en savoir plus en suivant ce webinaire. La seconde partie de mon intervention va porter plus spécialement sur les analyses HMUC et les observations que nous avons pu faire sur le terrain. Alors, les analyses HMUC, effectivement, elles sont spécifiques au bassin Loire-Bretagne, en ce qu'elles ont été introduites par le SDAGE 2016-2021, et puis elles ont été reprises lors de la mise à jour du SDAGE, ce qui fait qu'aujourd'hui, le SDAGE 2022-2027 cite vraiment très souvent les analyses HMUC, en indiquant que les dispositions du SDAGE peuvent être adaptées localement au vu des analyses HMUC. Alors, c'est cette adaptation de certaines dispositions du SDAGE qui fait de ces analyses quelque chose de spécifique au bassin en Bretagne. On va voir qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout spécifiques au bassin en Bretagne. Toujours dans le contexte, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2022. Cet appel à manifestation d'intérêt pour réaliser des analyses HMUC a connu un vif succès. En témoigne la carte que j'ai mise là et qui a évolué depuis. Celle-ci a été arrêtée fin 2023. Alors, le taux de financement à 100% des études n'est sans doute pas étranger au vif succès rencontré par l'appel à manifestation. Dans la foulée du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, un guide pour la réalisation des analyses HMUC a été publié. La première version, elle date du mois de juin 2022. Et puis, une fois que tout cela est parti, rapidement, de nombreuses interrogations sont remontées du terrain. C'est ce qui a motivé le lancement de notre mission. Nous avons donc analysé 5 analyses HMUC. Nous sommes intéressés à quelques autres. Nos constats sur la réalisation des études sont les suivants. 1. Ces études ont de très nombreux points communs avec les études de volume prélevable. Vraiment beaucoup de points communs, ce qui veut dire que la portée de notre analyse sur les analyses HMUC et tout ce que je vous dirai à partir de maintenant, pratiquement, ce sont des observations qui ont une portée ailleurs que dans le bassin Loire-Bretagne. Deuxièmement, les analyses HMUC nécessitent la collecte de beaucoup de données et la formulation de nombreuses hypothèses. Ces analyses HMUC sont relativement complexes, font appel à de nombreux concepts, et la réalisation des analyses HMUC confronte les acteurs de terrain, les décideurs, à la prise de décision dans un univers incertain. Enfin, les analyses HMUC ont du mal à intégrer le changement climatique. Alors, de 2 points de vue. D'un point de vue méthodologique, bon, c'est vrai que Explore 2 n'avait pas encore rendu ses résultats, donc le sujet n'est pas simple. Mais c'est également vrai parce que quand on se projette sur les décennies à venir, les conséquences sur les usages du changement climatique sont notables et j'ai envie de dire, ça en remet une couche sur le niveau de difficulté à résoudre. Ensuite, les analyses HMUC mettent souvent à nu des déséquilibres là où on n'en attendait pas forcément et pratiquement toujours avec une intensité pour ces déséquilibres qui mettent en cause le maintien des usages. Et on utilise le mot de sidération. Cette sidération peut alimenter des réactions de rejet des études de volume prélevable. Alors, nous avons considéré que ces études, même si la découverte de leur conclusion n'est pas toujours facile à appréhender, mais ces études ne doivent surtout pas être rejetées. Au contraire, elles doivent être partagées et discutées, et il faut parvenir à s'en saisir comme des outils d'aide à la décision. Ça rejoint les propos plus généraux sur la gouvernance, notamment le premier webinaire. Et ces études, quand tout va bien, elles peuvent devenir des outils de dialogue dans les territoires entre les différentes parties prenantes. Alors, ce que sont les études HMUC ou les études de volume prélevable, retenez simplement qu'il n'y a rien de neuf dans les analyses HMUC quand on les compare à des études de volume prélevable telles qu'il en a été fait en nombre il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai mis là à droite de la diapositive des graphiques sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. Mais retenez surtout
que les outils mobilisés ne fonctionnent pas en presse-bouton. Il n'y a pas de presse-bouton qui permet de définir des débits biologiques mensuels. Les interlocuteurs qu'on a rencontrés à l'OFB ont vraiment insisté sur ce point. Les outils, même quand ils sont très bien utilisés, ils ne prétendent pas faire mieux que fournir des gammes de débit objectifs, de valeurs, une borne inférieure, une borne supérieure, et ensuite, il faut collégialement faire des choix dans cette plage d'incertitude où on ne sait pas précisément où il conviendrait de placer le curseur. Et une fois que le curseur est placé, eh bien on peut passer à l'étape suivante qui aboutit à la définition de volume prélevable. Et j'ai mis là à gauche de la diapositive un propos que j'ai relevé dans une étude qui date de 2011 et qui est complètement d'actualité par rapport à ce qu'on a vu dans les analyses HMUC, à savoir que le gestionnaire sera confronté à la définition de valeurs de débit biologique objectifs qui devront concilier protection des milieux et les usages, et que le choix de valeurs proches des bornes hautes, des bornes supérieures, apporte plus de garanties pour répondre aux objectifs pour le milieu, mais il est plus contraignant pour les usages. Donc il faut toujours jongler, arbitrer entre ces deux choses. J'apporte un bémol tout de même, quand je dis rien de neuf, ce n'est pas tout à fait vrai. Les analyses HMUC ont la prétention d'aborder, de prendre en compte le changement climatique, chose qui était pratiquement absente des études de volume prélevable telles qu'elles ont pu être conduites il y a 10 ans. Maintenant, arrivé en 2025, il y a un travail prospectif qui est à faire. Par exemple, dans le bassin RMC, on met à jour des études de volume prélevable et on passe des PGRE au PTGE. Alors, quelles sont les voies de progrès? Je vais utiliser le même type de représentation que pour les analyses HMUC. Nous avons identifié des voies de progrès pour les analyses HMUC, pardon. Donc, je le rappelle, hein, je garde HMUC dans le titre, mais ça vaut pratiquement pour l'ensemble des études d'évaluation de volume prélevable. Alors, la première axe concerne la méthode de travail. Nous recommandons de définir très tôt une feuille de route. Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment pour les PTGE. Très tôt, il faut discuter de ce que sera l'ensemble de la démarche, des suites qui seront données, qui pourraient être données à l'analyse HMUC. Quand des questions arrivent en cours de route et qu'on ne les avait pas du tout anticipées, ça peut être source de crispation. Certains diront ça c'est hors sujet, et d'autres diront bah oui mais on n'y avait pas pensé, mais c'est essentiel. Donc il vaut mieux prévenir ce genre de situations qui peuvent devenir parfois difficiles à gérer. Nous recommandons de veiller à la production de documents dont les acteurs pourront facilement se saisir. Un maître d'ouvrage est allé jusqu'à faire appel à un prestataire spécialisé dans la concertation. Dans notre rapport, on a dû écrire qu'il fallait viser la production de ce qui équivaut à un résumé non technique. Quand vous avez certaines études d'impact, des études d'incidence qui font des centaines, voire des milliers de pages, bah, il faut un résumé non technique d'une vingtaine de pages, compréhensible par tout le monde, utilisant un vocabulaire qui n'est pas un jargon compréhensible des seuls spécialistes. Mais c'est vraiment important. Nous recommandons aux acteurs de se préparer à décider en avenir incertain. Il ne faut pas attendre d'être sûr de tout, parce que sinon on ne fera jamais rien. Le statu quo n'est pas une option. Et c'est quelque chose qui mérite d'être discuté suffisamment tôt. Un deuxième axe de progrès concerne les outils à mettre à disposition et l'apport d'un appui aux acteurs de terrain. Alors, ces outils devraient concerner en priorité la conduite d'études pour déterminer des gammes de débit objectifs sur des bases biologiques, devraient concerner l'adoption d'une approche du type aide à la décision avec des itérations qui sont conduites et qui permettent, in fine, de prendre des décisions en avenir incertain. Nous recommandons de laisser des traces des arbitrages qui ont été effectués, des risques qui ont été pris quand on place le curseur entre une borne supérieure et une borne inférieure. Laisser des traces écrites, ça rend plus facile de revenir quelques années plus tard sur les choix qui ont été faits. Parce que sinon, si on ne laisse pas ces traces écrites, ça devient très difficile de déplacer les curseurs ensuite. On a besoin d'outils permettant de mieux appréhender les conséquences du changement climatique. Bon, Explore 2 est intervenu, la remise des résultats après notre rapport.
Donc le contexte a quand même bien évolué. Et puis, il nous est apparu utile de favoriser les échanges entre techniciens qui sont confrontés à la réalisation d'analyses HMUC. Les webinaires d'aujourd'hui rentrent tout à fait dans ce cadre. Troisième axe de progrès, mieux utiliser les outils existants. Alors, dans l'ellipse au centre, en couleur plus foncée, vous voyez de nombreux outils. Et encore, je ne prétends pas être exhaustif. Alors, le nombre d'outils et leur diversité peuvent désarçonner au départ, voire créer des réactions de rejet. Bon, tout ça, c'est trop compliqué, on s'y perd. Donc, dès le départ, il faut prévoir une mise à niveau de tous les acteurs. Il faut en parler très tôt, dès le lancement de la démarche. Et il faut bien lister tous les outils dont on dispose et se poser la question collectivement, mais jusqu'où est-on prêt à aller? Qu'est-ce qui sera mis en débat? Quels outils seront mobilisés? 5 actions nous semblent... alors, attendez, j'en suis où? Oui, voilà, je poursuis. Donc, première ellipse en haut à gauche, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut définir des volumes prélevables à un temps adapté. Alors, le régime hydrologique des cours d'eau, il est très variable au fil des mois, au cours de la période de base eau. Dès lors, un volume prélevable défini pour toute la période de base eau, il a toutes les chances de ne pas être pertinent. Nous recommandons de découper la période de base eau en sous-périodes, chacune dotée d'une partie du volume prélevable total. Ensuite, il existe des outils qui permettent de partager l'eau entre les usages. Ce sont les règlements de Sage. Comment dire? Nous avons constaté une certaine frilosité des acteurs quand il s'agit de mobiliser cet outil. Ensuite, il faut mettre en place des actions à 360 degrés. Il faut envisager d'aller au-delà d'actions qui seraient limitées à la seule gestion des prélèvements d'eau et du stockage de l'eau. En particulier, ça paraît très bien dans les études qui s'intéressent à la biologie des cours d'eau. Il y a bien des situations où des améliorations de la morphologie des cours d'eau seront indispensables pour atteindre le bon état des cours d'eau. Si on n'améliore pas la morphologie des cours d'eau, il y a des situations où, même si on arrêtait tout prélèvement en période de basse eau, les conditions d'habitat seraient toujours trop défavorables pour retrouver le cortège d'espèces attendu et atteindre le bon état. Donc, il faut avoir une vision à 360 degrés et pas se centrer sur un seul sujet. Nous recommandons d'utiliser les outils existants pour améliorer la connaissance, notamment celle des prélèvements, un pas de temps fin, mensuel par exemple. Et nous recommandons de réévaluer tous les 6 ans la pertinence des décisions prises. Alors, depuis le décret de juin 2021, c'est inscrit dans le Code de l'environnement. Le préfet coordonnateur de bassin doit examiner au moins une fois tous les 6 ans la nécessité, l'opportunité d'actualiser les études de volume prélevable déjà réalisées et l'opportunité d'en réaliser de nouvelles. Alors, ça doit permettre de s'interroger sur les risques qui auront été pris collégialement lors de la définition des règles de gestion des prélèvements, lors de la définition des débits objectifs biologiques, lors de la définition des volumes prélevables. Et ça permettra de répondre à la question, mais au final, est-ce qu'on a été trop prudent ou au contraire, est-ce qu'on a été trop peu prudent? Et ça permet de déplacer certains curseurs. Donc voici réunis sous forme de grappe tous les points à examiner pour une analyse HMUC ou une étude d'évaluation des volumes prélevables. Depuis la remise de notre rapport, des choses ont évolué. Il y a une nouvelle version du guide HMUC qui a été produite. Vous l'avez là au centre de la diapositive. Et puis, il y a un triptyque que vous voyez en bas à gauche de l'écran qui est particulièrement intéressant parce qu'il est synthétique et je trouve qu'il met bien l'accent finalement sur l'évolution qu'il y a entre les premières versions du guide PTGE et la dernière version du guide, HMUC. En particulier, il met bien en évidence l'enchaînement d'étapes qu'il faut avoir. Bon, elles sont numérotées là de 1 à 5. Et puis, enfin, il va y avoir une stratégie d'évaluation des volumes prélevables à l'échelle du bassin en Bretagne pour la période 2024-2027. Vous l'avez en bas à droite sous forme de projet. La consultation du public a pris fin le 1er décembre, donc ça devrait
bientôt arriver. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je pourrai répondre à vos questions dans la séquence questions-réponses à venir plus tard. Merci de votre attention. Merci. Merci Claude pour cette présentation. Je vais me permettre de faire une petite modification à la chronologie et peut-être évacuer un premier élément qui d'ailleurs est une interrogation courante. En termes d'accessibilité, notamment à la donnée administrative, sans revenir sur les conventions ou d'autres textes, est-ce que vous pourriez nous indiquer si l'ensemble de ces documents, études, rapports, alors la question portait sur les études HMUC, mais est-ce que l'ensemble de ces éléments sont publics? Est-ce qu'ils sont accessibles, à tous? Je ne peux pas répondre de manière générale, mais les 5-6 études HMUC qu'on a regardées de plus près, y compris celles qui étaient terminées, tous les rapports, dans leur forme validée au moins, étaient portés sur le site internet de l'EPTB. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver nécessairement tous les diaporamas, toutes les versions de documents de travail, etc., ce qui n'est pas forcément indispensable, mais dans le cadre d'un groupe de travail, si vous voulez en savoir plus, vous peut-être vous interroger entre vous. Mais voilà, la bonne pratique que nous avons constatée, c'est ça. Les documents ayant validé des phases successives sont portés sur Internet. Mais ça soulève une question, hein, c'est plus général, c'est la portée juridique des analyses HMUC et des PTGE. Ce sont des objets qui n'ont pas de portée juridique. Bon, c'est un choix qui a été fait, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de porter à connaissance. Ça veut dire que éventuellement les acteurs locaux pourraient décider de dire tout ça, on le garde sous notre coude et ne seront rendues publiques que les études nécessaires, par exemple, pour aboutir à une étude préalable lorsqu'on demande une autorisation de prélèvement pour un organisme unique de gestion collective. Donc voilà, le droit dur ne rend pas obligatoire la mise à disposition de ces documents. La pratique observée, c'est porté sur le site internet des EPTB en l'occurrence. Et notre analyse, c'est assurément une bonne pratique, voire même, ça devrait être inscrit dans la feuille de route. Dès le départ, nous convenons que les petits débats qu'on a entre nous, on les porte ou on ne les porte pas sur la place publique, mais on peut se poser la question, mais surtout, pour faciliter l'acceptation de toutes les décisions qui sont prises, c'est vraiment une bonne pratique que de mettre des choses sur la place publique. Merci Claude. Je vous propose de continuer comme c'était initialement prévu avec la deuxième présentation réalisée par l'EPTB du bassin de la Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, super. Parfaitement. Bonjour à tous. Donc effectivement, mon collègue Éric Leborgne, animateur du stage Sarthe-Amont, et moi-même Clément Bugichaud, animateur du projet de territoire pour la gestion de l'eau, donc PTGE Sarthe-Aval. On va vous présenter un petit retour d'expérience finalement de nos deux territoires qui se trouvent en fait gérés par l'EPTB Sarthe. Donc on travaille pour la même structure sur deux territoires différents. Donc, comme le PTB, en fait, le PTB Sarthe, c'est donc on est en plein dans le bassin Loire-Bretagne. On est sur trois régions, la région Normandie, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, 5 départements. Et donc, le PTB Sarthe porte 3 sages, donc le sage Sarthe-Amont, le sage Vine et le sage Sarthe-Aval. Et donc, nous, l'idée là, justement, enfin, là où il y a eu un gros focus, en tout cas, sur les aspects quantitatifs, c'était sur Sarthe-Amont et Sarthe-Aval. Et donc, l'idée, comme vous avez été présenté tout à l'heure, c'est de faire le lien, en tout cas, à chaque fois, sur nos deux études, enfin, sur nos deux démarches, en tout cas, quantitatives, sur Sarthe-Amont et Sarthe-Aval. Donc, le stage Sarthe-Amont, hein, c'est un stage qui a été élaboré qui a été approuvé, en décembre 2011, et donc, dont l'un des enjeux là qui vient d'être
qui vient d'être remis à jour du fait de sa révision, c'est justement de construire la résilience du territoire face au changement climatique. Donc, vous voyez, on est vraiment en plein dedans. Avec sur le volet quantitatif, déjà une première étude qui avait été réalisée en 2013-2014 pour la définition des débits caractéristiques en fait sur le bassin, et puis une étude HMUC qui a débuté en 2021 et qui s'est terminée là en mai 2024. Alors pour la partie Sarthe-Aval, donc qui est en fait à l'aval direct du Sage Sarthe-Amont, on est sur des enjeux qui sont là plutôt majoritairement quantitatifs à l'échelle du Sage, et plus spécifiquement en lien avec des consommations d'eau pour de l'irrigation. On est sur un Sage qui est assez récent, qui a été approuvé en 2020, donc suite à une dizaine d'années d'études d'élaboration. Donc pour la plupart des élus en fait qui constituent la commission locale de l'eau, on sort presque tout juste en fait de ces études d'élaboration, qui est un contexte, vous le verrez tout à l'heure, qui n'est pas anodin. Et parmi ces études d'élaboration, il y a eu notamment une étude des volumes prélevables qui a été validée en 2018. Donc là, justement, deux territoires, deux contextes. Donc sur Sarthe-Amont, nous, en fait, il n'y avait jamais vraiment identifié, enfin, on n'avait jamais vraiment identifié de réelles problématiques quantitatives. C'est vraiment la révision du Sage et l'objectif de disposer d'un état des lieux, d'un diagnostic en fait du territoire, qui nous a fait, qui a fait aller les élus vers les membres de la clé et les élus de l'EPTB vers une étude HMUC. Donc c'est vraiment en tout cas ce volet-là, c'était cette démarche de révision. Un lien fort avec l'eau potable, puisqu'en fait on a l'agglomération d'Alençon là qui est directement en fait dépendante de la rivière Sarthe, donc d'eau superficielle pour alimenter l'eau potable. C'est près de 70% de l'eau en fait sur tout ce territoire et en fait est de l'eau superficielle. Et puis voilà, vraiment une volonté aussi des membres de la clé d'innover et de s'engager notamment dans cette démarche et de prendre à bras le corps en tout cas ce volet changement climatique et d'avoir un peu plus de retour sur ce volet-là. Et donc sur Sarthe-Aval, territoire voisin, on était sur un territoire qui était déjà ciblé en fait d'un point de vue préfectoral historiquement pour porter un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Donc c'est au niveau de l'État, c'est quelque chose qui était déjà pas formellement engagé, mais qui était déjà réfléchi. On a également un organisme unique de gestion collective de l'irrigation, donc un OUGC, qui est en cours d'élaboration sur le territoire, donc sur le territoire du Sage. En fait, d'un point de vue géographique, ça colle aux limites du Sage, ce qui fait qu'il y a eu forcément de la co-construction entre le PTGE et l'OUGC. Et alors, le cas un petit peu particulier que je vous évoquais juste avant, c'est qu'on est sur un Sage très récent, on sort de 10 ans d'études d'élaboration, et donc on avait une volonté assez marquée des acteurs locaux de ne pas en fait se réengager sur des études lourdes, du fait qu'ils sortaient déjà de 10 ans d'études d'élaboration. Il y avait une volonté de pouvoir entrer dans du concret. Donc pour en fait refaire le point un peu là-dessus sur ces deux territoires, donc le Sage Sarthe-Amont sur ce volet vraiment quantitatif qui s'est positionné plutôt via sa révision du Sage, alors que sur le Sage Sarthe-Aval c'était vraiment une volonté de mettre en place un PTGE parce qu'il y avait déjà cette existence en fait de connaissances de problématiques quantitatives liées dans le cadre, qui a été identifiée dans le cadre de l'élaboration du Sage. Donc nous sur Sarthe-Amont, pour ce faire, on a lancé l'étude HMUC comme le préconisait le SDAGE. Sur Sarthe-Aval, l'idée c'était plutôt de ne pas repartir sur une étude HMUC, mais plutôt d'avoir des compléments d'études au volume prélevable pour pouvoir en tout cas affiner les données et avoir des données qui soient facilitatrices, en tout cas pour le PTGE. Sur Sarthe-Amont, la démarche s'est faite alors bien entendu avec le PTB, mais en fait avec l'assistance d'un prestataire qui était le bureau d'études Suez. Par contre, sur Sarthe-Aval, tout a été mené complètement en régie. Donc pour la présentation en fait qu'on va vous faire aujourd'hui, là on vous a présenté un petit peu rapidement l'état des lieux. On va vous présenter plusieurs retours d'expérience différents dans 3 volets principaux. Plutôt des points en lien avec l'organisation finalement des démarches, des choses peut-être un peu plus techniques dans un second temps avec des points plutôt en lien avec l'opérationnel, sans rentrer trop en détail dans le technique non plus, c'est pas l'objet et puis on n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Et puis peut-être finir avec les principaux retours d'expérience et ce qui pour nous est peut-être le plus important à garder en tête pour s'engager dans
dans des démarches de ce type-là. Alors déjà, peut-être d'un point de vue, donc on commence rapidement sur le volet organisationnel, il y a la question du financement. Le contexte en fait dans lequel vous allez vous trouver et dans lequel vous allez engager potentiellement ces travaux-là va peut-être changer des choses en termes de financement. Sur Sartamon, on est sur un modèle de financement relativement classique, c'est-à-dire qu'on est sur un financement à 50% agence, 30% région, et on se retrouve avec un 20% de reste à charge pour le PTB, donc pour la structure porteuse. À savoir, ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Giton, qu'il y a eu en 2022 un appel à manifestation d'intérêt. Donc, il y avait des possibilités d'avoir des financements à 100% avec un apport supplémentaire de financement État. Sur Sartaval, contexte un petit peu différent, puisqu'on est dans le cadre d'un PTGE, il y a des financements spécifiques en lien avec les PTGE. Donc, on retrouve quasiment le même type de schéma, avec des financements majoritairement agences de l'eau et régions. Toujours un reste à charge pour la structure, mais avec en fait une part fixe de financement État qui est vraiment spécifique au PTGE. Sur la gouvernance aussi, en fait, en tout cas, il y a une hétérogénéité entre nos deux structures. En fait, là, le choix qui a été fait, nous, pour le territoire Sartamon, dans le cadre de l'étude HMUC, c'était vraiment d'avoir un COTEC qui était en fait un comité technique propre en fait à la révision du SAGE. Donc en fait, il y a plusieurs commissions qui se sont mises en place sur différentes thématiques et notamment une commission quantitative qui a été le COTEC de l'étude HMUC, avec à chaque fois en fait une validation réalisée par la commission locale de l'eau ou son bureau. Sur le côté PTGE, en fait, là, en fait, avec une gouvernance qui était quelque peu différente, puisqu'en fait, dans le principe, en tout cas, le PTGE, voilà, c'est un organisme propre. Donc, en fait, il y avait ce groupe d'experts et ses copiles et ses COTEC qui sont présents, mais avec la difficulté, en fait, de pouvoir, en fait, à un moment donné, prendre des décisions. Donc, en fait, là, la démarche, elle a été aussi, au bout d'un moment, en fait, il a été nécessaire de remettre la clé, en tout cas, un peu au centre du débat et de pouvoir, en fait, que ce soit en fait la commission locale de l'eau quand même qui prenne les décisions et qui puisse avancer sur le sujet. Sur les modalités de mise en œuvre, en fait, en tout cas sur ces deux, par rapport à Sartamon et Sartaval. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, une externalisation. Donc, nous, un appui fort d'un bureau d'études, en fait, donc ce qui permettait vraiment d'avoir une méthode, même si on l'a découverte un peu aussi au fur et à mesure, en tout cas, de l'étude HMUC, puisque comme le disait tout à l'heure M. Giton, en fait, le guide n'était pas encore sorti, on était sur quelque chose qui était quand même assez nouveau, donc mais bon, c'était quand même un appui intéressant, en tout cas, d'avoir le bureau d'études. Et puis à côté, sur Sartaval, donc ce volet complètement là, par contre, tout en régie. On s'aperçoit que d'un point de vue financier, en fait, bon, voilà, nous, au total, en fait, c'est une étude qui a coûté aux alentours de 180 000 euros, avec les différentes options qu'on a pu y rajouter. La démarche, en tout cas sur Sartaval, elle est aux alentours de 125 000. Donc au final, une moins-value, mais qui n'est pas non plus complètement, qui est pas démentielle, quoi. Par contre, peut-être on vous a mis, de toute façon, vous voyez là, après un peu les avantages et un peu les inconvénients. Ce qui est peut-être intéressant quand même sur le volet, la démarche qui a été réalisée sur Sartaval, c'est vraiment d'avoir le fait de prendre du début jusqu'à la fin l'étude et de vraiment de traiter la donnée. Ça permet vraiment d'avoir par contre beaucoup plus de facilité pour la suite. En fait, on sait que, comme tout à l'heure le disait aussi M. Giton, c'est que dans l'idée, c'est de revoir, alors tous les 6 ans, on ne sait pas si c'est possible, mais en tout cas de pouvoir régulièrement remettre le nez dans les données et en fait de faire vivre en tout cas ces études, parce qu'en fait on sait que c'est pas pareil, c'est pas du one shot. Enfin, il va falloir continuer sur ces aspects-là. Donc ça, c'est un peu les grands points sur ces études. Après, tout ce qui est la grande, ce qui nous a vraiment marqué peut-être, et ça c'est vrai à la fois pour le PTGE et à la fois pour l'étude HMUC, c'est qu'il y a quand même aussi une part de volet politique qui est quand même très importante sur ces études. En tout cas, moi, pour l'étude HMUC, c'est quelque chose que j'avais pas ou très peu anticipé.
et qui fait que en fait on se retrouve à un moment donné, en tout cas ça peut être compliqué, et sans doute il faut bien préparer en tout cas les acteurs sur ce volet-là, et y compris les animateurs qui suivent le jeu. Peut-être pour finir cette diapo, malgré tout aussi un point, quand on externalise, il y a vraiment c'est vraiment important d'avoir un suivi régulier. Et nous en fait au départ, c'est vrai que sur le début de l'étude, on avait vraiment, enfin, on suivait l'étude, mais en fait, comme toute autre étude, à la fin, vraiment sur la dernière phase de l'étude, c'était presque au moins 50% de mon temps qui était vraiment consacré, en tout cas, au suivi de l'étude HMUC avec le bureau d'études. Donc ça, c'était plutôt pour les points en lien avec le volet organisationnel, un petit peu, j'ai presque envie de dire presque en amont en fait de la démarche. Et puis après, voilà, on rentre un petit peu dans le dur, on rentre sur des aspects un petit peu plus techniques. Et donc là, typiquement, il y a un point qui a été assez marquant en termes de différence sur nos deux territoires. Alors, sachant que pour rappel, on est quand même dans la même structure, on est sur des territoires adjacents. La prise en compte de la période de base zone n'a pas forcément été la même sur les deux territoires, pour des raisons diverses, mais notamment finalement le constat, c'est que ce qui s'est passé sur Sartaval, donc la partie plutôt basse du graphique, c'est que la période de base eau considérée s'est cantonnée en fait au minimum qui était nécessaire et requis par le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, qui préconisait 7 mois de période de base eau minimum, avec une période de référence d'avril à octobre. Là où sur Sartamont, on est allé sur une période plus longue. On a intégré le mois de novembre, notamment pour des raisons d'hydrologie qui, d'un point de vue statistique, se rapprochait plus d'une hydrologie de base eau. Et en fait, ça a aussi eu des incidences derrière sur le découpage, en fait, qu'évoquait tout à l'heure Claude Giton, de cette période de base eau. Là où sur Sartaval, avec ces 7 mois d'étiage, on s'est contenté d'un sous-découpage en 2 périodes, avec printemps et été, de manière grossière, en fait, séparés de part et d'autre. Sur Sartamont, on est allé sur un sous-découpage en 3 sous-périodes, parce que d'une part, ça faisait sens, et puis le point quand même qui est important derrière ça, c'est qu'il y a la volonté des acteurs. Il y a quand même un enjeu politique important derrière ça. Sur Sartaval, le mois de novembre, il n'était pas forcément moins proche de la période de base eau que sur Sartamont. Simplement, on savait qu'il y avait un choix des acteurs qui était de se dire on va vouloir mettre l'accent sur d'autres choses. Il y a d'autres points sur lesquels on a plus envie de se battre. Et donc, peut-être que on accepte cette concession de ne pas aller plus loin que le minimum requis sur la période de base eau. Là où, effectivement, sur Sartamont, il y avait peut-être une meilleure marge de manœuvre, un enjeu peut-être moins prégnant initialement, et donc plus de marge de manœuvre possible, et donc une ambition plus grande qui était envisageable. Ouais, et puis peut-être juste pour compléter cet aspect-là, nous sur la période de la définition de la période de base eau, c'était vraiment dans le cadre de l'étude. C'était vraiment de dire, en fait, on voyait bien, enfin nous la démarche en fait, elle a été de dire, on voit que le mois de novembre, il y a beaucoup de similitudes avec les autres mois de la période de base eau, et donc on l'intègre, il fait fonctionner la même moulinette en fait pour le mois de novembre, pour voir comment ça se situe et si vraiment il y a un intérêt demain à éventuellement revendre la période de base eau sur le bassin Sarthe. C'était vraiment ça la démarche aussi par les yeux. Et donc là, on a caricaturé un petit peu, mais là où vraiment sur Sartamont, on était vraiment dans une optique d'étude et de se dire, on se base sur la donnée nous dit que novembre se rapproche de la période de base eau, on l'intègre. Sur Sartaval, le dernier mot a plutôt été pris par le volet politique avec une priorisation des points sur lesquels il y avait une volonté d'aller batailler, j'ai envie de dire. Toujours sur le volet un petit peu technique, alors c'est très rapide, hein, c'est un préalable à la diapo suivante, je vais aller assez vite là-dessus. C'est un extrait de l'un de nos documents de vulgarisation, c'est juste pour bien comprendre en fait comment on définit des volumes prélevables. Alors, on a souvent en tête que c'est compliqué, que c'est complexe, que c'est technique. Ça l'est, faut être réaliste, hein, c'est pas forcément facilement abordable, mais le principe de base est pas si compliqué que ça. Le principe de base, si vous prenez ce petit graphique-là, c'est que vous allez aller chercher votre courbe bleue, qui correspond en fait tout au long de l'année à l'hydrologie naturelle que vous devriez avoir dans votre cours d'eau si on n'y touchait pas finalement. Donc, ce qu'on va faire pour avoir cette courbe bleue, c'est qu'on va aller constater l'hydrologie dans le cours d'eau. On appelle l'hydrologie influencée, puisqu'elle est influencée par des prélèvements, des rejets. On va aller quantifier d'autre part nos prélèvements et nos rejets, et on va les réinjecter dans ces chroniques-là pour justement avoir cette fameuse courbe bleue qui correspond finalement, alors on peut l'appeler hydrologie désinfluencée, hydrologie pseudo-naturelle, il y a plein de termes, mais l'idée c'est de se dire, si on ne touchait pas au cours d'eau, on suppose qu'il ressemblerait plutôt à ça en termes de débit.
Dans un second temps, on va essayer de quantifier ce qui correspond aux barres vertes, qui ne sont ni plus ni moins que les besoins en eau des milieux, que là on a ramené en termes de volume mensuel. Et vous voyez bien qu'en fait ces besoins des milieux, ils évoluent dans le temps, au fur et à mesure de l'année. C'est pas les mêmes en période de crise totale, en plein milieu du mois d'août, qu'au printemps en période de reproduction ou sur la période hivernale. Et donc finalement, une fois qu'on a défini ces besoins des milieux et cet état naturel du cours d'eau, si on lui fichait la paix, pour dire ça simplement, eh ben, on se contente en fait de faire la différence entre ces deux valeurs-là, et ça nous donne nos barres oranges qui correspondent en fait à l'excédent de volume une fois qu'on a laissé ce qui est nécessaire pour les milieux, donc finalement les volumes prélevables. Donc ça, c'est voilà, le principe de base est assez simple. Maintenant, ce qui va venir complexifier tout ça, c'est les méthodologies de modélisation qu'on va venir mettre en œuvre pour avoir cette fameuse courbe bleue, et les méthodes de détermination de ces fameux besoins des milieux. Là, pour le coup, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, finalement, l'intérêt, c'était de pouvoir vous montrer un petit peu voilà, les différences, les grandes différences, on va dire, de méthodologie qu'on a décidé de mettre en œuvre finalement sur nos deux territoires. Je te laisse peut-être commencer par cette table, si tu veux. Alors, sur Sartamant, nous, on était sur la méthode estimable, en fait, pour vraiment identifier. Alors, là, c'était vraiment sur les périodes d'étiage. En fait, estimable, elle est valable que sur les périodes d'étiage, en fait. Hein. Donc, on a, il y a plusieurs stations qui avaient déjà été réalisées sur une précédente étude, l'étude de 2013-2014, et puis qu'on a continué à compléter, en fait, dans le cadre de l'étude HMUC, pour pouvoir avoir, en tout cas, des études, des débits, ces débits biologiques et écologiques sur chacune des unités de gestion sur lesquelles on travaillait. Et puis en fait, alors ça, c'était un peu, enfin, il y avait un travail qui avait déjà été mené par je crois que c'était la Sèvre nantaise, sur justement pour essayer d'estimer un peu les besoins biologiques pour le printemps et l'automne. Et donc nous, en fait, il n'y a pas de méthode en fait propre sur ces points, en tout cas qui existe aujourd'hui. Donc l'idée, ça a été en tout cas de se rapprocher un peu de cette étude qui a été réalisée sur Sèvres nantaise, et puis de l'adapter un peu à notre territoire. Et l'idée, ça a été plutôt un guide, enfin ou des guides pour les acteurs du COTEC et puis de la clé, pour pouvoir un peu voir en fait vraiment les besoins. Mais c'était en tout cas c'est sûr beaucoup moins cadré que l'estimable, mais l'idée, c'est en tout cas, c'est d'avoir ces besoins biologiques vraiment sur toute la période de base. Alors sur la partie Sartaval, je vais aller assez rapidement parce que je vois le temps qui file. On a été sur une méthode qui, en fait, valorisait plutôt les résultats de l'étude des volumes prélevables qui étaient déjà existantes sur le territoire. Donc, pour dire ça très grossièrement et de manière très vulgarisée, on était sur une méthode qui était plus approximative, mais qui s'est voulu compenser par des hypothèses très favorables au milieu. Ça a été évoqué par Claude Giton tout à l'heure. Quand vous faites cette estimation des besoins des milieux, votre méthodologie vous donne pas une valeur fixe, elle vous donne une gamme dans laquelle il va falloir ensuite se placer. Aujourd'hui, le guide HMUC, il préconise finalement des méthodes qui donnent des gammes, et derrière, il y a un travail politique et de concertation pour venir se placer dans ces gammes-là. Donc ça, c'est le travail qui a été fait sur Sartamont. Sur Sartaval, le choix, il a été de se dire, on a une méthode qui est peut-être un petit peu moins précise, qui est peut-être un petit peu moins à jour. Donc, plutôt que de venir demander aux acteurs de se positionner dans cette gamme, on va venir directement se positionner au maximum. Et donc, encore une fois, ça fait écho à ce qu'a dit M. Giton tout à l'heure. En se positionnant au maximum de la gamme, on favorise les milieux naturels au détriment potentiel des usages. Donc ça, c'est une hypothèse de travail qui a été validée avec l'ensemble des acteurs dès le début de la démarche, qui a permis notamment de gagner pas mal de temps sur effectivement cette estimation des besoins des milieux. Alors, ça n'a pas toujours été simple à défendre, mais ça a permis d'arriver à un consensus localement. Je vous parle, dernier point technique, très rapidement, du volet changement climatique. J'ai vu qu'il y avait des questions qui concernaient ce point-là tout à l'heure. Sur Sartamont, l'approche du changement climatique, elle a été assez strictement cantonnée en fait à ce qui est préconisé par le guide HMUC. Et donc, ça fait un lien en fait avec ce qui s'est dit juste avant, puisque dans le guide HMUC, on utilise le changement climatique plutôt comme un indicateur, j'ai presque envie de dire une variable qualitative, pour aider à se situer dans cette gamme-là, mais c'est pas du tout intégré de manière chiffrée. C'est-à-dire qu'on va faire une étude qui, elle, pour le coup, va être chiffrée pour essayer d'estimer les effets du changement climatique. Mais par contre, du fait des incertitudes que ça génère quand on vient coupler ça avec de l'hydrologie et encore plus appliqué à un territoire précis, il y a une volonté dans le guide HMUC de dire on va pas plus loin que ça parce qu'on va se retrouver avec des incertitudes trop grandes.
Sur Sartaval, on n'était pas contraint par ce cadre-là HMUC, donc on s'est permis de faire ces extrapolations avec, vous le voyez sur un petit graphique au milieu de l'écran sur la partie droite où vous avez 3 courbes, une courbe bleue qui correspond à l'étude antérieure, une courbe verte qui correspond à l'état actuel et une courbe orange qui correspond à une projection climatique à l'horizon 2070. Alors qui est hautement incertaine, mais l'objectif c'était pas de réglementer aujourd'hui sur la base du futur, c'était de se dire vers quoi on tend. Et finalement, même si l'incertitude est grande, ça nous donne une direction, un objectif à atteindre, et ça nous permet de faire, donc la dernière figure qui est en bas à droite, ce qu'on appelle des plans, des programmes, des courbes de convergence, c'est-à-dire on sait à peu près où on est, on sait à peu près où on va, voilà, quel chemin, quelle trajectoire on prend pour y aller. Dernier point peut-être, là on va passer plutôt sur les derniers points qui pour nous étaient les plus importants à garder en tête. Alors je suis... Ouais, c'est pour moi, pardon. Effectivement, donc là, la question, et ça c'est un enjeu qui est vraiment central finalement, j'ai envie de dire, dans ce qu'on retient de ces démarches-là, c'est l'équilibre entre technicité et vulgarisation, communication. Eric va le redire tout à l'heure, mais on s'est rendu compte que le volet technique, c'est une chose, c'est pas simple, mais une fois qu'on en est sorti, il faut être capable de l'expliquer, il faut être capable de faire en sorte que les élus et les acteurs locaux en général s'en saisissent, et envie de s'en saisir aussi. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement être compréhensible, il faut aussi que notre propos donne envie d'être écouté. Et donc, ça nous a obligés à aller chercher un peu plus loin que ce qu'on avait l'habitude de faire en termes de communication. Par exemple, sur Sartaval, ce qu'on a pu mettre en place, c'est des créneaux de visioconférence en participation libre en amont des réunions. C'est-à-dire que si vous aviez une réunion le vendredi, eh ben, entre le milieu de la semaine précédente et peut-être la veille ou l'avant-veille de la réunion, vous aviez 1, 2, peut-être 3 créneaux de 2 heures en visio où moi j'étais connecté à la visio et les gens pouvaient se connecter 5 minutes, 10 minutes, 1 heure selon les besoins pour poser leurs questions. Ça nous permettait aussi de nous libérer du temps généralement la veille de la réunion. On a essayé aussi des formats de vulgarisation sous forme de vidéo je pense qu'on pourra vous transmettre peut-être par la suite si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, l'idée c'était d'aller sur d'autres types de communication en sachant que nécessairement c'est du temps qu'on passe pas sur du technique. Donc c'est du temps qu'on prend à un endroit mais qu'on passera pas ailleurs malheureusement. Oui, et puis en fait nous c'est pas, pour reprendre ce que dit Clément, c'est vrai que ça a été c'est toujours une phase compliquée en fait cet aspect en fait c'était de transmettre l'information, qu'elle soit comprise, sachant qu'on est sur des études qui sont quand même souvent complexes, longues. Enfin, nous, ça a été 3 ans et demi d'études, donc en fait, il faut arriver à s'y tenir. Alors encore, je vais dire que pour nous, agents, c'est peut-être sans doute le plus facile. Après, là où c'est le plus compliqué, c'est pour tous les acteurs en fait qui sont membres du comité technique, de la clé, qui font en fait pour ces informations au fur et à mesure de nos échanges et de nos réunions, et il faut en fait cette appropriation qui est pas forcément toujours simple. Malgré tout, voilà, elle a été moi de toute façon j'ai pas eu d'autre choix que de m'approprier l'étude et de m'y mettre, et en fait c'était vraiment salvateur parce que c'est maintenant sinon c'est compliqué. À partir du moment où le bureau d'études est parti, il faut pouvoir en tout cas continuer la démarche. On a essayé, en tout cas dans le cas des ateliers, alors là on sort un peu des volumes prélevables, mais en tout cas cette étude de HMUC, elle identifiait pas que des volumes prélevables, il y a aussi tout un tas de démarches à mener justement pour pouvoir travailler sur le volet quantitatif, comme disait tout à l'heure M. Giton, il y a ce volet morpho, les plans d'eau, enfin il y a tout un tas de démarches, les zones humides. Tout ça, ça a été, en fait, on a essayé de mettre en place des ateliers, alors qu'on appelle ludiques, je sais pas si c'était vraiment ludique, mais en tout cas, qu'on a essayé de rendre abordable et dans une autre démarche, en tout cas, qu'une simple réunion. Et puis quand même, malgré tout, moi, il y avait quand même beaucoup de membres de la clé, alors, et ça s'est vérifié, en fait, au fur et à mesure de l'étude, et notamment plus on arrivait dans le dur du sujet, dans le fait de définir des volumes prélevables, on a quand même une appropriation et une compréhension des éléments techniques de l'étude HMUC qui sont vraiment pourtant pas évidentes, mais qui ont quand même été identifiées, et notamment moi j'ai des élus qui sont qui ont bien compris l'intérêt de ce qu'était un DOE et tous ces aspects-là. Après voilà, on a d'autres démarches. Enfin,
ce qui peut être regrettable, en fait, en tout cas, c'est le manque d'acteurs autour de la table. Donc, nous, on était dans les premières études HMUC à mener sur le bassin Sartamont. Donc, au départ, en tout cas, et puis comme je vous disais tout à l'heure, en fait, pas d'enjeu, vraiment, il n'y avait pas forcément identifié des problématiques quantitatives importantes. Donc, en fait, on était un noyau un peu limité au départ, en tout cas sur nos cotec. Et puis, en fait, plus on avançait dans l'étude et plus on avançait sur des visions de plus en plus politiques, là, en effet, le cotec, en tout cas, c'est agrandi. L'autre difficulté, c'était justement d'anticiper les étapes suivantes. Parce qu'en fait, on découvrait le sujet, hein, on n'avait pas je dis encore une fois, le nouveau guide n'était pas là. On essayait d'avancer comme on pouvait avec le bureau d'études et avec les acteurs du territoire. Donc ça a été voilà, un peu compliqué. Maintenant, voilà, on a essuyé les plâtres. Et l'idée, c'est que ça puisse aussi qu'on puisse en tout cas aider les autres acteurs sur tout le territoire. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le volet voilà, ce volet politique, en tout cas, que moi, j'avais pas suffisamment appréhendé et qui est vraiment très, très important. Et s'il y avait et moi, je vois si j'avais des choses même si en fait, on aurait pu avancer, on aurait en tout cas rendre les choses plus ludiques encore et plus vulgarisées comme l'a fait le sage Sartaval. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche. Mais c'est même aussi de se poser la question des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller aussi dans la finesse de la technicité et pas dès le départ, en tout cas, travailler sur le volet politique et sur quoi ça va emmener et comment on peut anticiper un maximum les choses, parce que ça, en fait, à chaque fois, nous, on découvrait au fur et à mesure des étapes. Ça a peut-être été c'était vraiment peut-être le plus compliqué de toute la démarche. Je vais zapper un petit peu l'avant-dernière diapo pour laisser le mot de la fin à Eric, parce que effectivement, cette diapositive-là, sans rentrer dans le détail, l'objectif, c'était vraiment de vous sensibiliser au fait de bien cerner le positionnement des différents acteurs. Donc là, on avait donné 2 exemples. Hein. Par exemple, voilà, de manière très générale, le fait d'avoir sur Sartamont un respect assez strict du cadre des études HMUC. On avait des acteurs, notamment au niveau des financeurs, des services de l'État, des associations environnementales, des élus locaux, qui étaient extrêmement satisfaits par ça. Et par contre, on a d'autres acteurs, notamment économiques. Je pense à la profession agricole et dans une moindre mesure à certains industriels qui ont pu un peu plus grincer des dents et qui se sont moins retrouvés dans cette approche-là. Là où sur Sartaval, le fait d'avoir une étude qui soit vraiment ciblée, adaptée au territoire, qui s'affranchisse un peu plus du cadre HMUC, ça a été beaucoup plus compliqué à défendre auprès des services de l'État. On a eu pas mal de travail aussi à faire au niveau des acteurs environnementaux. Et à l'inverse, peut-être que côté financeur et acteurs économiques, ça a été beaucoup mieux reçu. Et pour autant, on retrouve des élus qui étaient satisfaits pour la simple et bonne raison que la demande et les attentes du territoire n'étaient pas les mêmes que sur Sartamont. Donc, c'est vraiment important de garder en tête ce côté-là, de se dire, il y a un cadre qui existe. Idéalement, c'est toujours plus facilitant de se positionner dedans. Il faut garder en tête les attentes du territoire et bien garder en tête le fait d'y répondre. Ça reste des projets de territoire, des études de territoire, et ça a vocation à le rester. Je te laisse le mot de la fin, Eric. Et puis, voilà, en fait, donc, nous, enfin, moi, en tout cas, on pensait que, encore une fois, je vous dis, hein, l'étude HMUC, elle était là pour d'abord alimenter la révision du SAGE. On a vu comment ça prenait une toute autre dimension et malgré tout, quand les choses ont été, la commission locale de l'eau a validé les volumes prélevables, répartis par usage, l'a réparti aussi d'un point de vue temporel. Voilà, on pensait qu'on avait fait le boulot et qu'en fait, maintenant, en fait, c'était dans la main des services de l'État pour pouvoir avancer et qu'on continue bien entendu avec eux dans le cadre de la révision du SAGE pour éventuellement après ancrer les volumes prélevables dans les documents du SAGE. Il s'avère que c'est pas tout à fait le cas. On attend encore beaucoup de choses, en tout cas de la commission locale de l'eau. C'est là où en fait on est un peu nous en stand-by en fait sur ces aspects-là, parce qu'en fait on demande de définir une stratégie, mais on a besoin aussi d'une stratégie de l'État et comment on se positionne dans tout ça. En fait on voit aussi que ce qui se comprend, hein, aussi peut-être les services de l'État qui sont un peu frileux sur le fait de nous ce qui nous est remonté régulièrement, c'est de pas mettre le feu dans les campagnes.
Donc ça, on l'entend. Après, l'idée, c'est qu'en tout cas, cette étude et puis en tout cas, ce guide qui est ce que sont les volumes prélevables qu'on a pu identifier, qui puisse être utilisé et que tout le monde, en tout cas, travaille ensemble. Enfin, moi, j'ai retenu tout à l'heure le fait que le statu quo, là, ça veut pas être une option, là, comme disait Monsieur Giton. Nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on avance. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'échelle, en fait, qu'on a définie dans le cadre de l'étude HMUC? Moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est une direction à prendre et puis maintenant à faire, en tout cas, avec les services de l'État. Donc, voilà, c'est aussi peut-être pour finir là-dessus, c'est vraiment sur le volet quantitatif, il est vraiment très intéressant sur une démarche de territoire et c'est à refaire, on le referait. Après, voilà, ce qui est important, c'est de savoir aussi que derrière, il faut que toutes les forces vives du territoire, elles s'accaparent ce sujet et la volonté de travailler ensemble pour pouvoir avancer. Merci Eric, merci Clément. Je vais donc poursuivre un petit peu cette séquence de questions. Je vais essayer de les distribuer avec la plus grande pertinence. Si quelquefois, voilà, Claude, Eric, Clément, vous pensez que vous devez ajouter un élément, voilà, j'oriente la question vers un premier intervenant et puis n'hésitez pas à compléter. Une question qui revient un petit peu sur des aspects de méthode que j'adresserai plutôt à Claude. Dans un premier temps, les études HMUC sont-elles équivalentes ou pour partie équivalentes à un bilan besoin ressources? Je pense que notre collègue fait référence aux analyses stratégiques besoin ressources dans le champ AEP, je pense. Moi, je pense que les bilans besoins ressources, c'est une terminologie Édouard-Garonne, sauf à me tromper. Donc, et au sein, quand on regarde le détail des bilans besoins ressources, on trouve en amont en particulier la définition des DOE, et en amont de la définition des DOE, on retrouve des approches du type estimable ou autre. Donc, c'est quelque chose et ça rejoint une des questions ou observations qui a été faite. Ça rajoute au moins en apparence de la complexité à ce sujet qui n'est pas totalement simple, quand on a des terminologies, des conceptions légèrement différentes d'un bassin à un autre, etc., etc. Le DOE de Loire-Bretagne, c'est pas le DOE d'Adour-Garonne. Ben oui, mais c'est la même définition et il y a un décret un texte qui a dit ce qu'était le DOE. Ben oui, mais il est intervenu 15 ans après que les premières définitions de DOE aient été données sur le terrain, donc on ne peut plus changer la donne. Donc le bilan besoin ressources, tout en amont, on trouve quelque chose avec des méthodes biologiques. Maintenant, quand on parle de besoin en Adour-Garonne, c'est radicalement différent de la manière de ce qu'on définit, de ce qu'on entend sous le terme besoin ailleurs. Donc, voilà tout ce que je peux dire pour la connaissance que j'ai des bilans besoins ressources que j'ai pu appréhender en examinant des PTGE en Adour-Garonne. Merci. Donc ça rejoint une question qui est venue, question remarque, cette existence de plusieurs méthodes en fonction des bassins, en fonction des territoires. Je pense que vous l'avez un petit peu abordé, mais ne contribue-t-elle pas à la confusion? Alors il y a un mot fort derrière au rejet dans la question qui vous est posée, à la confusion, au rejet de cette démarche ou de ces démarches. Ah oui, le risque, il est réel. D'ailleurs, si notre mission sur les analyses HMUC a vu le jour, c'est parce qu'au bout d'un moment, a émergé cette réaction de rejet. Mais qu'est-ce que c'est que ces analyses HMUC? Il y en a qu'en Loire-Bretagne, on nous veut du mal en Loire-Bretagne, pourquoi on nous fait de la misère, quoi? C'était surtout les acteurs économiques qui le disaient, et puis après les acteurs plus la partie prenante venant des collectivités réagissaient en disant mais on nous demande des choses qu'on ne nous demande pas ailleurs et comment est-ce qu'on peut y arriver? Donc nous, à la fin de notre étude, la recommandation qu'on a faite en nous adressant au comité de bassin, c'était de dire, écoutez, vous allez élaborer le prochain stage, vous commencez à préparer les travaux de mise à jour. Vous serez dans une situation où, sur 95% du territoire, il y aura eu des études de volume prélevable. En ce moment, il y a une analyse HMUC qui est en cours sur l'ensemble du bassin de la Loire. Donc, concevez votre futur stage en disant, a priori, il y a des études de volume prélevable partout.
et appuyez-vous là-dessus, plutôt que de dire il y a des cotes mal taillées, mais si vous faites une analyse HMUC, vous pourrez changer ceci, changer ceci, cela, etc. Non. Vous devez réussir à simplifier, non pas l'ambition du SDAGE, non pas rendre plus improbable l'atteinte des objectifs environnementaux, mais au moins, vous poussez votre raisonnement jusqu'au bout, puisque une partie du raisonnement du SDAGE Loire-Bretagne, c'est de faire confiance aux clés, aux acteurs locaux. Maintenant qu'ils ont fait des analyses HMUC, maintenant qu'ils ont défini des volumes prélevables, tirez-en les conséquences pour faire un SDAGE dont on ne puisse pas dire ensuite, ouais, mais ça, c'est spécifique à la Loire-Bretagne. Toutes les différences, je suis d'accord, peuvent attiser des réactions de rejet. Donc, une fois qu'on le sait, il faut plutôt rembobiner le film pour dire, maintenant, on redémarre, ne commettons pas les mêmes. Leur erreur, le terme est un petit peu fort, peut-être, mais refaisons pas à l'identique, en tout cas. Alors, il y avait une deuxième partie de question. Alors, je pense qu'il y a une réponse avec Éric et Clément dans la deuxième intervention, mais peut-être que vous, Éric, Clément, vous voulez rajouter quelque chose. Intérêt à adopter une méthode et une seule. Alors, je crois que vos propos ont été assez illustratifs, mais je vous laisse peut-être recompléter un petit peu. Bah ouais, après, en fait, on n'est pas sur une méthode PTGE, une méthode HMUC, c'est juste, en fait, c'est des étapes sur enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, des étapes sur le volet quantitatif qui sont à prendre en compte, en fait, l'étude HMUC. Et c'est vrai que c'est peut-être, moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, on ne devrait pas parler d'études, enfin, comme disait M. Giton, en fait, on parle d'étude volume prélevable, en fait, tout simplement. On est sur une étude volume prélevable. Cette étude, elle est nécessaire pour pouvoir savoir, en fait, enfin, pour avoir en tout cas les bases sur connaître en fait comment on avance sur le volet quantitatif. Et en ayant ces informations-là, en fait, après, on alimente le PTGE, les actions qui vont en face. Le PTGE, c'est avant tout un outil pour mettre en place des actions. Et l'étude HMUC, elle est là pour alimenter cet outil. Ouais, pour compléter ce que dit Eric, je suis tout à fait d'accord. Faut bien dissocier. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait en introduction, mais le PTGE, c'est ni plus ni moins qu'une modalité d'étude. L'HMUC, pardon, c'est ni plus ni moins qu'une modalité d'étude volume prélevable. Vous avez le panel des études volume prélevables, et une façon de faire de l'étude volume prélevable, c'est de faire une étude qui respecte le guide HMUC. Et tout ça peut s'intégrer dans un PTGE, donc un projet de territoire pour la gestion de l'eau, qui comprend un état des lieux et l'étude volume prélevable, alors sur Loire-Bretagne, spécifiquement HMUC. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments qui au total, vont finir par compléter ce projet de territoire. Aujourd'hui, effectivement, et je pense que ça rejoint en fait la dernière question que je viens de voir apparaître d'Adrien, il y a cette question-là, effectivement, de se dire, on a tous des termes différents, est-ce qu'on ne parle pas un peu de la même chose? Et il faut quand même revenir peut-être à l'origine de l'outil PTGE. Les PTGE ont été élaborés et construits en tant qu'outils pour pouvoir être appliqués sur tout type de territoire, incluant les territoires qui ne portent pas déjà de SAGE. Donc nécessairement, sur les territoires qui ont déjà un SAGE, arriver avec un PTGE, ça veut dire générer de la redondance sur des choses qui existent déjà. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'un SAGE qui intègre bien les enjeux quantitatifs, qui est établi, qui se donne les moyens de le faire, qui est accompagné peut tout à fait faire tout ce que fait aujourd'hui un PTGE. Et pour notre expérience personnelle, en tout cas sur Sartaval, on a beaucoup ramené le PTGE sous la tutelle, j'ai envie de dire, du SAGE, pour la simple et bonne raison que le SAGE, chez nous, n'a pas attendu le PTGE pour commencer à faire des choses sur le quantitatif. Et c'est encore plus flagrant sur Sartamont, où on n'a pas de PTGE. Mais finalement, on va aussi loin, sinon plus loin que des territoires avec un PTGE sur du quantitatif. Merci. On a évoqué ce volet changement climatique, cette prise en compte progressive. Clément, tu as abordé des éléments dans ta présentation, mais une question posée par Adrien également. Pouvez-vous détailler les difficultés rencontrées par les territoires dans la prise en compte du volet climatique? Alors, on peut peut-être aussi étendre cette question difficultés, hypothèses, recommandations. Clément, tu as abordé un petit peu des aspects climatiques avec la transformation vers les données hydroclimatiques, peut-être étoffer un petit peu les éléments? Ouais, je vais essayer d'être concis parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire.
Historiquement, alors je pense que tout le monde connaît la plateforme Drias, sur laquelle vous avez accès à énormément de données de simulation climatique. Aujourd'hui, Drias héberge plusieurs types de données issues de différentes études. Notamment, ce qui va être un bruit de clavier derrière, un micro qui doit être activé. Pour ce qui est effectivement des données climatiques, aujourd'hui, on a la chance de bénéficier. Alors, je pense que tout le monde doit avoir en tête le projet Explore 2070, qui a servi de base et de référence pendant longtemps à beaucoup de travail sur le volet climatique et hydroclimatique. Aujourd'hui, on a le successeur, on va dire, du projet Explore 2070, qui s'appelle Explore 2, dont les données sont aujourd'hui pour la grande majorité disponibles sur la plateforme Drias, qui a la chance de présenter des données à la fois climatiques, mais aussi des couplages de ces données climatiques avec des modèles hydrologiques. Donc, on a déjà des prospectives hydroclimatiques, en fait. C'est des données qui, si vous n'êtes pas climatologue, je pense que c'est le cas de la plupart des gens, pas majoritairement climatologue. Moi, le premier, je suis hydrogéologue de formation, donc c'est pas forcément mon domaine spécifique. C'est pas le plus simple à utiliser. C'est des données qui peuvent paraître un petit peu trompeuses en premier abord parce qu'on a l'impression de les comprendre et l'impression de savoir ce qu'il y a derrière. C'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de données disponibles et dans ce lot de données disponibles, j'ai envie de dire, on peut nécessairement trouver ce qui va nous intéresser et ce qui va correspondre à notre territoire à un moment, tout l'enjeu étant de savoir comment le trouver. Donc, je sais qu'aujourd'hui, sur la plateforme Drias, ils travaillent notamment au fait de rendre accessibles et compréhensibles ces données. Aujourd'hui, si vous travaillez avec un bureau d'études, comme ça a été le cas sur Sartamont, ils seront tout à fait à même et compétents pour vous accompagner sur l'utilisation et le traitement de ces données-là. De plus en plus, je pense, tu me corriges si je me trompe, Eric. Et maintenant, moi, par exemple, en interne, pour le suivi en régie de l'étude sur Sartaval, j'ai eu l'occasion de participer à des formations, notamment avec l'OIO, pour me former finalement au traitement de ces données. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la documentation en ligne et les différents retours d'expérience qu'on a eus, on a plein de possibilités, plus en tout cas qu'il y a 2 ou 3 ans, de traiter facilement ces données-là, que ce soit d'un point de vue technique en termes de format, d'extraction de données et autres. Donc ça, c'est plutôt pour la partie traitement des données. Et ensuite, il y a la question de l'intégration de ces données dans les études. Je l'ai dit très rapidement, aujourd'hui, le changement climatique dans les études, si on suit le guide HMUC, on a beaucoup d'investigations, mais la prise en compte de ces données est assez limitée finalement dans la définition des volumes prélevables. Aujourd'hui, on comprend pourquoi c'est limité, c'est parce que ça génère des gammes d'incertitudes assez phénoménalement grandes. Pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui, alors là, c'est vraiment un avis personnel, c'est de savoir pourquoi on utilise les données. Avoir des incertitudes qui sont extrêmement importantes, c'est problématique si vous voulez donner des volumes prélevables qui ont vocation à avoir une valeur réglementaire et prescriptive. Ça l'est beaucoup moins si vous voulez vous donner un ordre de grandeur objectif long terme. Donc pour moi, ces données, c'est des données qui sont tout à fait mobilisables et utilisables. Merci Clément. Peut-être un retour de Claude par rapport à votre mission et l'analyse de ces cinq cadres chez Musée. Quelle vision vous avez également sur cette prise en compte des données climatiques et de leur évolution? Votre micro, Claude, je crois qu'il est... Merci. Oui, d'une manière générale, les études qui sont allées jusqu'à leur terme, parce que certaines étaient encore en cours de réalisation, ont appréhendé, ont su utiliser et interpréter et intégrer des données issues des scénarios d'évolution climatique. Alors RCP 8.5 ou autre, maintenant Explore 2, mais bon, les données ont été mises sur la table sous une forme digeste, d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. C'est pas simple. Ça nécessite du savoir-faire, de la pédagogie, de la formation, Clément l'a dit. C'est la première étape. Difficulté qu'on arrive à surmonter. La deuxième étape, c'est, en général, on prend une claque quand on découvre les grandes tendances. Les grandes tendances, c'est diminution des étiages, avec pour corollaire une diminution des volumes prélevables et augmentation de la tension en eau et remise en cause des usages. Les usages ne pourront pas être maintenus. Mais on n'est pas sûr de tout. Ce qui fait que dans bien des cas, en période d'étiage, en période de basse eau, finalement, on n'a pas tellement bougé les curseurs en se disant il faut qu'on soit plus prudent pour ménager les années à venir. Ça, c'est pour la période de basse eau.
Pour la période de haute eau, la question qui a été posée beaucoup moins souvent dans les analyses qu'on a pu observer. Là, c'était assez marrant parce qu'on était dans un secteur où les prévisions, les projections climatiques étaient plutôt une légère augmentation de la pluviométrie, on va dire hivernale. Même si sur l'année c'est à peu près constant et même si sur l'année les précipitations efficaces diminuent, sur la période d'hiver, les précipitations sont maintenues, voire augmentent. Et alors là, les acteurs se disent, finalement, on va peut-être prendre en compte le changement climatique parce que si on augmente le module, ça va augmenter les 120% du module, donc on pourra plus remplir en été. Bref, quand le changement climatique va dans le sens des usages, il y a un consensus assez facile à établir pour dire il faut prendre en compte le changement climatique. Et quand le changement climatique menace le maintien des usages, ça devient beaucoup plus délicat. Et le mélange de tout ça, ça fait une espèce de millimélo où on n'arrive pas à prendre la décision et où on fait presque comme si on n'avait pas étudié les volets du changement climatique. C'est pour ça que nous insistons. Les arbitrages, ils doivent être faits. Ça a été très bien rapporté par les deux témoignages de l'EPTB-SART. Mais nous insistons sur le fait que ces arbitrages doivent laisser des traces écrites. Ce que nous ont dit Clément et Eric, je ne suis pas sûr que ce soit écrit quelque part. Je veux dire par là que si dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, il n'y a plus Clément, il n'y a plus Eric, les présidents de clés ont changé, qui se souviendra? Qui se souviendra? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. La mémoire collective, on ne réussit pas suffisamment à l'implémenter, à l'écrire, à laisser des traces écrites. On est, c'est incroyable, dans une civilisation de mémoire orale sur bien des sujets. Or, les acteurs qui sont présents pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sur un territoire et qui peuvent conserver cette mémoire, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a peut-être quelques acteurs économiques qui arrivent, quelques élus qui réussissent à enchaîner des mandats, c'est assez exceptionnel. Et donc, il ne faut pas rester sur de la mémoire orale. Prenez le temps de vous interviewer entre vous, je ne sais pas quoi, mais ce que vous dites, il faut qu'on puisse le retrouver même si vous n'êtes plus là dans 10 ans. Donc voilà pour le changement climatique. Le sujet est très difficile, mais il ne faut pas que ça se transforme en un exercice de on met la poussière sous le tapis. Et je ne porte aucun jugement de valeur, je comprends tout à fait les difficultés qu'il y a à faire et les 2 témoignages qu'on a eus l'illustrent, je dirais, très très bien. Mon propos, c'est seulement écrivons noir sur blanc ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et là, on se prépare des retours plus aisés. Je crois que c'est Clément qui a dit qu'on avait des volumes préalables qui avaient été déjà finis il y a longtemps, c'est difficile d'y revenir. Oui, la situation, c'est toujours celle-là. Mais si on écrit toutes les hypothèses qu'on a retenues au risque de se tromper pour arriver à telle définition de volume prélevable, c'est plus facile, sans doute, je ne dis pas que c'est hyper facile, mais c'est plus facile de remettre l'ouvrage sur le métier. Merci voilà. Claude. Je reprends un petit peu plus le fil des questions. Alors un élément d'importance qui d'ailleurs je crois sera une de nos sera une de nos préoccupations prochaines dans le cadre de ce cycle de webinaires, le développement d'outils, de méthodes, alors d'outils d'appui, de méthodes pour évaluer, pour la qualité des approches socio-économiques. Alors pour l'évaluation socio-économique, enfin toutes ces choses-là. Quel est votre avis et votre point de vue sur ce sujet? Claude peut-être, et puis après Clément et Eric. Oui, nous ce que nous avons dit surtout sur les analyses HMUC, parce que pour les PTGE, il y a un guide de l'INRAE qui concerne seulement les usages agricoles mais qui est quand même assez bien ficelé, en particulier qui met bien au centre du propos ce qui s'appelle un scénario sans projet, qui est assez révolutionnaire pour beaucoup de démarches qui sont développées, mais qui pourtant méritent d'être faites. Et pour les analyses, ça c'est pour les PTGE, et pour les analyses HMUC, on n'est pas allé très loin. La seule chose qu'on a indiquée, c'est qu'on a fortement recommandé, c'est
oui, une analyse économique peut aider à placer les curseurs entre la borne inférieure et la borne supérieure des débits biologiques et de là, des valeurs supérieures ou inférieures des volumes prélevables. Mais il ne faut pas dissocier, il faut mener de manière conjointe une évaluation environnementale et une évaluation économique. Pourquoi? Parce que l'évaluation environnementale, si elle est exclusivement environnementale, elle va vous dire, mais au nom des milieux, il faut retenir la valeur supérieure. Chaque fois que vous descendez un petit peu en dessous, vous courez des risques. Donc, on va pousser le curseur à fond vers la borne supérieure. Et si après, de manière indépendante, vous menez une étude socio-économique, vous avez compris. À chaque fois que vous vous éloignez, que vous rehaussez par rapport à la borne inférieure, vous mettez en cause certains usages qui ne pourront pas être maintenus à l'identique ou au moins dans les mêmes conditions économiques. Donc, ça ne va pas. Donc, les uns arriveront, moi j'ai une étude, il faut se caler sur la borne inférieure. Les autres arriveront, moi j'ai une étude, il faut se caler sur la borne supérieure. À la limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour pouvoir le dire. Ce qu'il faut, c'est trouver une articulation intelligente pour mener ces études de manière conjointe pour alimenter cet outil d'aide à la décision. Comment placer le curseur entre deux bornes, comment arbitrer entre les risques et quelles traces laisser de ces arbitrages pour éventuellement revenir dessus. Donc, plus que, même si ce n'est pas négligeable, le contenu de ces analyses économiques, socio-économiques, ce qui importe, mais ça a été très bien dit à propos des analyses plus biologiques, volume prélevable, ce qui importe, c'est comment on va s'en saisir. Il faut dire dès le départ, c'est vraiment l'invitation qu'on a formulée dans notre rapport, ne faites pas que des études socio-économiques isolées du reste du monde. Concevez-les, il faut les concevoir dès le départ comme s'intégrant à d'autres choses, et c'est cet ensemble qui ensuite permettra à un collectif d'évaluer les risques et d'arbitrer. Je me souviens quand j'ai expliqué cette façon de voir à des agriculteurs, à des représentants agricoles, ça ne les a pas heurtés. Voire même, ils ont trouvé un certain intérêt à sortir de l'ornière dans laquelle on se met quand on arrive les uns avec des études purement environnementales et les autres avec des études purement économiques. Merci Donc, Claude. Peut-être un... Merci. Pardon Claude, allez-y. Si non, c'est bon. Merci. Clément, Eric, peut-être, voilà, vous l'avez exposé un petit peu, un complément? Nous, c'est des choses aussi qui nous ont été justement demandées. Alors, dans toute la phase d'étude, en fait, c'était pas, enfin, même dans le marché. Le marché, c'est quelque chose qu'on a écrit, en tout cas avec un certain nombre d'acteurs qu'on a coécrit ensemble. Et c'est vrai que ce volet socio-éco, il est jamais ressorti. Alors, encore une fois, je vous dis, nous, c'est un peu atypique, parce qu'en fait, on était vraiment dans le cadre de la révision d'usage. Et puis, c'est quand sont arrivées, en fait, les premières contraintes liées au volume prélevable, c'est là qu'on nous a dit, mais attention, il faut faire une étude socio-éco. Et là, la difficulté, c'est de savoir, mais enfin, qu'est-ce qu'on y met dans cette étude socio-éco? Et parce qu'en fait, c'est pas nos formations du tout. Enfin, nous, on n'est pas du tout formés pour ça. Et qui fait cette étude socio-éco? Et en fait, ça a été toute la grande. Nous, ça a été en plus cette fin d'études HMUC, elle était vraiment dans tout ce contexte en fait. Le contexte là, de revendication agricole, donc en fait dans un contexte qui était loin d'être simple pour la commission locale de l'eau et en général, c'était assez tendu. Donc et donc bien entendu ce volet économique il est primordial, mais en fait au bout d'un moment, en tout cas moi les élus de la clé et notamment le président et les trois vice-présidents se sont dit mais nous en fait en tout cas en tant que commission locale de l'eau, notre métier, pourquoi on est là, c'est pour la gestion de l'eau. Donc, on donne ce cadre qui est en lien avec les milieux. Et c'est vrai qu'en fait, en effet, c'est d'abord là le choix qui a été fait par la commission locale de l'eau, c'est de faire le lien pour définir ces limites d'objectifs d'étiage et de volumes prélevables entre les besoins des milieux et en fait les volumes qui sont utilisés aujourd'hui, donc qui sont déjà en fait des valeurs, un volet socio-économique, puisque c'est de base aujourd'hui. Et c'est par rapport à ça en fait que les choix ont été faits. Après, d'avoir une autre dimension économique, j'allais dire
pourquoi pas, mais encore fallait-il savoir qu'est-ce qu'on y met et pourquoi faire. Et c'était ça la démarche. Autant qu'après, dans le cadre d'un PTGE, là, en fait, là, ça, je serai avec Clément parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi, mais là, je comprends l'enjeu de l'étude socio-éco. Dans le cas de définir des volumes prélevables, moi, ça me pose encore des questions. Ouais, moi je rejoins tout à fait Eric. Alors c'est vrai qu'il y a des points, hein, on est dans la même structure, mais on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça, pour le coup, c'est vrai que le volet socio-économique, c'est un point sur lequel on tombe assez d'accord. Je ne vais pas paraphraser ce qu'ont déjà dit Monsieur Giton et Eric. Je rejoins la plupart des choses qui ont été dites. Moi, peut-être le point que j'ajouterais, c'est qu'en fait, si vous allez voir vos acteurs et que vous leur dites études socio-économiques, tout le monde n'entend pas la même chose. C'est exactement ce qu'a dit Monsieur Giton tout à l'heure pour des études plus techniques. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de cadrage encore national très précis sur ces études socio-économiques. Donc, de fait, moi, je sais que si je vais voir ma commission locale de l'eau et que je demande à mon représentant chambre d'agriculture et à mon représentant association environnementale ce qu'ils entendent par études socio-économiques, ils vont pas me dire la même chose. Si je vais voir un élu, il me dira encore autre chose. Donc, c'est extrêmement compliqué. Effectivement, je les rejoins de cadrer ce qu'on met dedans. Et ensuite, j'ai envie de dire, sans même en arriver là, il y a la question de savoir, en termes de démarche, à quelle étape on se situe. On parlait initialement, pour revenir plutôt historiquement, dans le développement des PTGE, d'études socio-économiques, comme la deuxième brique de l'élaboration d'un PTGE. C'est-à-dire que vous avez votre projet de territoire pour la gestion de l'eau, vous commencez par faire une étude HMUC, volume prélevable, on l'appelle comme on veut, mais un état des milieux naturels et de ce qui permettent de mettre à disposition comme volume. Et ensuite, une approche plutôt socio-économique qui vient nous dire, bon, bah, selon les choix que vous faites, quels impacts ça a sur l'économie du territoire. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Giton sur le fait que si on fait les deux de manière séparée, effectivement, il n'y a pas besoin de faire les études. On sait déjà que l'étude milieu va nous dire qu'il faut prélever moins et que l'étude usage va nous dire qu'on devrait pouvoir prélever plus pour développer les usages économiques. Là-dessus, il n'y a pas de question. Maintenant, la difficulté, elle est que on a voulu, et c'est actuellement ce que préconise en partie le guide HMUC, intégrer une partie socio-économique à l'étude des volumes prélevables à la partie HMUC. Pour revenir très rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, quand on définit les besoins des milieux, on nous donne des gammes, on ne nous donne pas un seuil directement. Quand on va demander aux acteurs de se placer dans la gamme, on leur dit, voilà la limite de ce qu'on peut vous proposer en termes de données scientifiques. On peut vous proposer une gamme, mais il va falloir que vous preniez la responsabilité de vous situer. La plupart des acteurs, et de manière très responsable finalement, vont venir vous dire, bon, bah, si c'est pas d'un point de vue scientifique qu'on me demande de me placer dans cette gamme, il va falloir me fournir des éléments socio-économiques pour pouvoir savoir où je me place. Et on retombe dans le paradigme qui a été évoqué par M. Giton tout à l'heure. Si on se base à ce moment-là uniquement sur un volet socio-économique, on va être tout en bas de la gamme. Si on se base uniquement sur un volet changement climatique, on va être tout en haut. Et cette difficulté, elle vient dans le fait que les études HMUC et volume prélevable sont déjà pas si simples. Intégrer une sous-section socio-économique là-dedans, ça nécessite en plus de bien la cadrer. Donc, encore une fois, ça complexifie beaucoup de choses. Pour résumer, je dirais que les études socio-économiques, indépendamment de l'étape auquel on les met, elles sont pas simples à mener. Aujourd'hui, on demande à ce qu'elles soient menées dans le cadre des PTGE notamment, ou des HMUC, mais donc de fait par des techniciens ou ingénieurs qui ne sont pas du tout économistes ou sociologues. C'est mon cas, encore une fois, moi je suis hydrogéologue, on me demande de mener une étude socio-économique. Je sais que ça fait partie des choses qu'on va pas internaliser, on va nécessairement avoir besoin d'un appui extérieur là-dessus. Et on aura d'ailleurs, je pense, beaucoup de mal à avoir un regard critique sur ce qui va être proposé, parce qu'encore une fois, ça sort très rapidement de notre champ de compétences. Malgré tout, dans une optique de PTGE, de projet de territoire pour la gestion de l'eau, il faut revenir quand même à la racine de ce que c'est, je pense que c'est indispensable. Demain, vous présentez à un préfet une étude HMUC disant, comme l'a dit très bien dit M. Giton, au nom des milieux, il faut réduire au maximum les prélèvements. Bon, bah, je pense qu'il va vous demander des éléments socio-économiques pour savoir quels sont l'impact. Et donc, je pense que ça peut être peut-être un bon enchaînement de ces études-là, de commencer par l'étude HMUC et comme c'est préconisé, qui vous donne finalement les prescriptions idéales pour les milieux, et puis ensuite de venir superposer là-dessus cette étude socio-économique pour regarder finalement, d'une part, est-ce que les objectifs qu'on s'est donnés sont réalistes ou pas, et ce sera très majoritairement pas toujours le cas, et si c'est pas réaliste ou si ça l'est, j'ai envie de dire la question est la même, comment on tend vers ces objectifs-là, et si on peut pas y arriver, à quel point on peut s'en rapprocher.
Et je pense que déjà, si on arrive à répondre à ces questions-là, on aura fait une bonne partie du travail. Ouais. Et moi, si je peux juste compléter, en fait, on se retrouve, alors, y compris sur le sage Sartre-Amont, où les enjeux quantitatifs ils sont loin d'être les plus importants. Mais en fait, vous avez quand même des mois dans l'année, en fait, où et sur certains secteurs, où en fait, déjà les enjeux, c'est-à-dire on prélève déjà beaucoup plus que ce que de permettre les milieux. Et en fait, d'y ajouter une étude socio-éco, on en fait quoi? Vous voyez, et là, moi, je comprends en tout cas une commission locale de l'eau qui en fait, qui pourrait dire, vous voyez, on a un déficit important ces mois-ci. On sait que pour les milieux, c'est déjà contraint. Et en fait, on voit que sur le volet économique, il y a un enjeu. Et en fait, la commission locale de l'eau, elle s'assoit sur le volet milieu, et en fait, elle accorde en fait tout un poids en fait au volet économique. Et là, en fait, on se rend compte que, bien entendu, ce choix il doit être fait, ce choix économique, mais enfin, à notre avis, pas par la commission locale de l'eau. Vous voyez, là, on arrive sur un choix politique étatique, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est au préfet de définir. Voilà, il a ce volet, cette donnée, cette carte en fait sur les besoins des milieux, jusqu'où on devra aller. Et puis il a des informations sur les volets économiques, et en fait à lui à un moment de statuer, et pas à la commission locale de l'eau. Enfin, là, vous voyez, c'est pas possible, quoi. Deux éléments que je peux ajouter pour planter le décor sur ces analyses socio-économiques, et je remonte à avant 2019, si vous voulez. Dans le comité de bassin en Bretagne, les acteurs économiques ont très très souvent demandé, à chaque fois qu'un projet de disposition a été formulé, oui, mais quelles sont les conséquences socio-économiques? Donc finalement, 5 ans après, en 2024, qu'on entende des acteurs économiques ressortir cette demande, je dirais, en soi, c'est pas surprenant. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Dire c'est un événement qui est dans une suite logique d'événements. Un autre élément pour planter le décor, le rapport d'expertise de la cellule d'expertise des projets de territoire, coordonné par le préfet Biche, qui a été remise en 2018, je crois, donc qui a abouti à l'instruction de 2019. Ils ont constaté que l'approche économique était vraiment très, très insuffisante. C'était le véritable parent pauvre des projets de territoire. Et là, c'est les acteurs économiques eux-mêmes qui demandaient pratiquement ce qui n'est surtout pas d'analyse économique, parce que le raisonnement était le suivant. Nous prélevions sur ce territoire 8 millions de mètres cubes. On nous dit que en période d'étiage de base eau, il faut en prélever seulement 4. Donc, on a un droit de tirage de 4 millions de mètres cubes pour faire de substitution, ou de 3,2, ou de 3. Enfin, on a un certain droit de tirage. Donc, il faut mettre en place les retenues pour répondre à ce droit de tirage, c'est l'expression que je prends de manière très, très, très symbolique. Et il ne faut pas poser de questions sur la pertinence économique. Ça doit être subventionné à 70%. Donc, vous voyez, parfois, on demande peut-être à l'excès des études socio-économiques, et parfois, peut-être à l'excès, on demande à ne surtout pas se poser de questions économiques. Bon, voilà, il faut avoir ça à l'esprit, ça fait partie du paysage, ça en faisait partie en 2018, et en 2024, ça en fait encore partie. Sinon, sur ce que vous avez dit, Clément et Eric, moi j'y souscris tout à fait, il y a des choses qu'on devrait pouvoir renvoyer en expliquant pourquoi on le fait, plutôt à la partie élaboration d'un programme d'action et choix dans un panel d'actions. En mettant d'abord en haut les plus efficientes d'un point de vue économique et ensuite en réservant, si besoin est, la mise en œuvre d'actions plus coûteuses, moins efficientes. Là, ça a complètement sa place de trier les actions pour atteindre un objectif. Mais dans la définition d'un objectif qui est avant tout environnemental, j'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit. Merci Claude. Je vous propose d'aborder d'autres thématiques. On voit bien que ces aspects d'études socio-économiques nous font beaucoup échanger. Je voudrais vous proposer, alors c'est plutôt Eric et Clément, la place du citoyen. On a parlé de dialogue territorial. Alors la place du citoyen à travers une structure associative, ou la place du citoyen habitant, riverain. Comment
comment vous l'avez appréhendé, voilà, quel est votre retour d'expérience là-dessus? Bah, nous, dans le cadre de l'étude HMUC, c'est assez simple, puisqu'en fait, c'était déjà largement assez compliqué avec entre guillemets les experts et les acteurs du territoire, que d'ouvrir cette démarche en fait vraiment aux citoyens. Ça n'a pas été fait dans le cadre de l'étude HMUC. Par contre, et c'est là où en fait, moi, ce volet quantitatif devient passionnant, enfin pour nous, pour moi en tant qu'animateur, enfin pour nous en tant qu'animateur ou pour notre territoire et pour les acteurs, c'est qu'en fait, il y a vraiment une prise de conscience du territoire. Et donc là, moi j'ai des collectivités qui ont complètement revu depuis, donc nous c'était mai 2024, donc vous voyez c'est quand même assez récent, mais qui ont complètement revu leur stratégie de gestion de l'eau potable depuis les conclusions de l'étude de HMUC, qui ont complètement revu l'intégration de leur plan alimentaire territorial, en mettant au cœur de leur PAT le volet disponibilité en eau, qui ont complètement revu leur document d'urbanisme, où là encore une fois, ce volet quantitatif, il revient au cœur en fait de certains territoires. Et donc, alors ça s'est pas fait par nous, vous voyez, c'est indirect, mais en fait via les acteurs du territoire avec qui on travaille, et cet enjeu en fait qui au final redescend auprès des collectivités et puis auprès des usagers. Et donc en fait on a cette démarche là on sent cette mouvance en fait en lien avec le quantitatif qui prend effet. Vraiment c'est ce volet quantitatif justement, on voit bien qu'il est à la fois prégnant au niveau de nos commissions locales de l'eau, mais en fait même pour le public lambda en fait c'est quelque chose qui porte beaucoup plus, en tout cas, que quand on parle de directive cadre européenne ou du bon état écologique. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, je trouve, qui est vraiment intéressant. Alors, je vous dis, ça vient pas de nous, hein. Nous, on n'a pas fait la démarche, mais la mayonnaise prend, et en fait, on voit que là, le grand public s'approprie, en tout cas, ces grandes thématiques. Pas sur tous les territoires, mais en tout cas, sur une partie du territoire. Effectivement, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que le constat est un petit peu le même sur Sartaval, dans une moindre mesure, puisque on est un petit peu plus en retard, on va dire, sur la publication des résultats. Effectivement, je rejoins tout à fait le constat d'Éric sur le fait que on a déjà de grosses difficultés, et je mâche mes mots, à vulgariser de manière efficiente les travaux de ces études auprès des publics décideurs. Au niveau des acteurs du territoire, c'est déjà pas simple d'expliquer le contenu et les choix qui s'offrent à lui dans une étude HMUC ou volume prélevable à un élu qui n'est déjà pas forcément spécialiste, ne s'intéresse peut-être pas spécialement plus que ça à la thématique, et qui en plus, et c'est le cas sur la plupart de nos territoires je pense, a déjà eu la mauvaise expérience d'essayer de s'y frotter une fois ou deux et de se rendre compte que c'était très compliqué et pas toujours très bien expliqué, donc ça a été catégorisé dans les trucs pas simples à comprendre et qui ont l'air quand même bienvenus et bon, pas forcément nécessaire d'y consacrer du temps et de l'énergie si c'est pour rien comprendre. Donc effectivement, aller vers le grand public, je pense que c'est évidemment jamais perdu. Maintenant, je pense qu'on a des moyens peut-être plus efficients que de s'adresser directement au grand public. C'est posé notamment dans le cadre du PTG Sartaval la question de travailler avec un garant du débat public dans le cadre de la démarche. Sont aussi membres des commissions locales de l'eau et donc des instances décisionnaires de ces démarches-là, des associations comme l'UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs. On a des associations environnementales aussi, je pense à France Nature Environnement qui regroupe tout un tas d'associations environnementales. Finalement, souvent, ces acteurs-là concilient bien le fait de se faire les porte-paroles de nombre d'opinions publiques et permettent aussi de travailler déjà avec ce niveau de compétence et de technicité qui n'est pas absolu, qui ne leur permet pas de comprendre instantanément tout ce qui se passe dans les études, mais facilite quand même grandement les échanges. Merci Clément. Voilà, je surveille le temps un petit peu également. Clotilde, Lionel, on est bien. Allez, des questions qui nous intéressent tous en tant que techniciens, les fameux suivis, indicateurs de suivi. Donc voilà, quels ont été les indicateurs de suivi sur cette période de 6 ans?
Et il y avait déjà une question d'Enora juste avant, pardon. Votre appréciation sur la mise en œuvre de ces actions, voilà, à court terme. C'est pour Clément et Eric. D'accord. Alors, nous, en fait, cette période, c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est pour ça que j'entendais, Monsieur Giton qui parlait de 6 ans, mais encore une fois, il faut juste partir sur là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, mai 2025, conclusion d'études HMUC qui a été validée par la commission locale de l'eau. Et là, mai 2024, pardon, conclusion de l'étude. Mais mars 2025, et en fait, on attend toujours la stratégie, quoi. Donc en fait, avant même, de réfléchir sur des indicateurs, tant que la démarche elle n'est pas lancée, vous voyez, ça va être compliqué. Après, nous, on a encore une fois, moi, et heureusement, je veux dire que l'étude HMUC pour nous, cette étude volume prélevable d'ailleurs, c'est pas que les volumes prélevables. Et heureusement, en fait, cette étude, elle a permis de mettre en avant et de mettre en fait qu'il pouvait exister des déficits, qu'il existait aussi des fois des périodes excédentaires. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler dans le cadre de la révision du SAGE sur des enjeux autres. Et donc, nous, là, dans la révision du SAGE, là, maintenant, vous voyez, le volet préservation des zones humides, en tout cas, il a une toute autre, en tout cas, lecture auprès des membres de la clé, puisque en fait, avant, on parlait des zones humides vraiment sur l'aspect biodiversité et ressources, choses comme ça. Mais là, à partir du moment où sur le territoire, on sait qu'il y a des déficits quantitatifs, on voit qu'en fait, ça peut aussi être important de le réglementer via, par exemple, les documents du SAGE, ou en tout cas, ou tout du moins d'y travailler. Pareil pour la gestion des plans d'eau. Enfin, il y a tout un tas de thématiques qui étaient déjà présents dans nos SAGE, qui prennent d'autant plus de valeur, ou tout du moins de poids, suite à cette étude. Donc en fait, voilà, les indicateurs, ils seront là, mais mais sur les aspects purement volume prélevable, là, le gros travail, mais qui est énorme en fait pour les services de l'État, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez défini des volumes prélevables et qui sont répartis en fait justement par période et par usage, c'est que maintenant en fait les services de l'État, c'est pas juste de mettre à jour, c'est pas juste en fait de donner des nouvelles autorisations de prélèvement en mettant en règle en fait ces aspects-là, c'est de dire qu'il faut reprendre toutes les autorisations de prélèvement qui ont déjà été octroyées et toutes les mettre à jour par rapport à ce qu'on a acté dans le cadre ce qui sera acté en tout cas réglementairement. Et là, le travail, il est énorme. Donc c'est ça par contre, sur ces aspects-là, là on pourra, ça pourra, par rapport à cette évolution, sur comment on a pu justement, comment les services de l'État, ils pourront reprendre ces différents arrêtés d'autorisation et mettre à jour, et choses comme ça. Là, ça peut être un super indicateur. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Il y a encore un gros travail à faire. Cela, c'est à renseigner, bien sûr, mais on en reste au niveau des indicateurs de moyens mis en œuvre. Il est utile très tôt de parler d'objectifs de résultats. Pourquoi travaillons-nous? C'est pour atteindre le bon état des masses d'eau. Donc, il faut que, au moins, avant même d'atteindre le bon état, parce qu'on connaît toute l'inertie des milieux, mais au moins que quand on actualise un diagnostic exprimé en termes de pression de prélèvement, d'état hydromorphologique des cours d'eau, d'état chimique, etc., on puisse, pour les indicateurs qui sont normalement les plus sensibles, les indicateurs de pression les plus sensibles aux actions mises en œuvre à l'issue d'une analyse HMUC, d'une étude d'évaluation des volumes prélevables et des différents PTGE, SAGE, arrêtés d'autorisation, etc., une fois que tout ça s'est mis en œuvre, mais s'assurer que ces indicateurs de résultats, de bon état du milieu, se mettent à frétiller et dans le bon sens. Donc, très tôt, y compris quand on parle de feuille de route, il faut se mettre d'accord sur des objectifs. Pourquoi sommes-nous autour de la table? Ce n'est pas pour dépenser de l'argent, ce n'est pas pour s'embêter les uns les autres. Est-ce qu'on est d'accord, et ça mérite un certain débat, hein, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pour améliorer la qualité des milieux, sans ignorer, parce que ce serait trop facile, sans ignorer
l'existence de l'activité humaine et sans vouloir tirer un trait tout simplement sur l'activité humaine. Donc on est bien dans une dimension plus plurielle, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que notre indicateur, au final, c'est améliorer l'état des eaux? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a des échéances qui sont définies par les SDAGE, par la directive 4 sur l'eau, et que des objectifs moins stricts, ça ne se décide pas parce que finalement c'est moins embêtant que quand on prend les objectifs standards. Il y a tout un tas de justifications à apporter. Mais sinon, en termes de mise en œuvre, on a des actions qui parfois peuvent être très très lourdes. Après, il y a un Il ne faut indicateur, pas s'arrêter à des moyens. un indicateur simple qui va être justement les DOE, les différents débits d'objectifs d'étiage qui ont été identifiés sur chacune des unités de gestion. En fait, ça va être un indicateur. C'est-à-dire on va pouvoir voir en fait comment on se comporte maintenant le milieu par rapport à ce DOE. Et ça c'est facile en fait. Et ça peut être fait dès aujourd'hui. Je plus sois à ce que dit Eric, dans cet exemple, on est à mi-parcours entre l'indicateur de moyens et l'indicateur de résultats. Parce que si le DOE commence à bouger, effectivement, ça veut dire que les moyens qu'on a mis en œuvre font effet. Mais si on s'est trompé sur les DOE, qu'on a été trop peu prudent dans leur définition, peut-être qu'on atteindra les objectifs de DOE sans jamais atteindre les objectifs de bon état parce que la pression restera trop élevée. Et ça, c'est pas évident à expliquer. C'est pour ça que je vous ai dit que très en amont, il faut se mettre d'accord sur le fait qu'on va être amené à prendre des décisions ensemble, discuter, sereinement autant que possible, bien sûr, mais en prenant des risques et accepter que il faille remettre l'ouvrage sur le métier. Alors je sais que 6 ans, c'est très court. Je l'ai pris parce que ça a été introduit dans le Code de l'environnement par le décret de juin 2021. C'est même écrit au moins tous les 6 ans. Ce qu'on doit faire au moins tous les 6 ans, c'est s'interroger sur l'opportunité d'actualiser les études de volume prélevable. Mais peut-être que pour bon nombre d'études de volume prélevable, au bout de 6 ans, nous pourrons conclure en toute honnêteté qu'on n'est pas certain de devoir les remettre en cause tout de suite et qu'on peut peut-être attendre encore 3 ou 6 ans. Mais si on est carrément sur une mauvaise trajectoire, il vaut mieux s'en apercevoir au bout de 6 ans qu'attendre 15 ans et de se dire « Oh ben zut alors, pas de chance, on s'est trompé ». C'est ça le sens du rendez-vous de 6 ans, c'est évaluer l'opportunité en mêlant les objectifs de moyens complètement en amont, des objectifs de moyens intermédiaires, quasi-objectifs de résultats tels que le respect des débits minimums biologiques tels qu'on s'est fixé, et puis des objectifs vraiment de résultats, l'évolution de la qualité des masses d'eau. Il faut poser ces questions très tôt. Et peut-être aussi, ce que je viens de dire, se mettre collectivement d'accord que la clause de rendez-vous à 6 ans, ce n'est pas une obligation de tout refaire. C'est simplement se poser la question, est-ce qu'on est sur une trajectoire qui nous semble bonne? Et que si on est complètement à côté, il faut changer de trajectoire. Peut-être pour compléter, je me permets. C'est terrible ce que je dis parce que j'ai l'impression de dire qu'il faut introduire de l'agilité dans des dispositifs qui sont d'une inertie absolument phénoménale. Il faut du temps pour tout, y compris pour des webinaires. Merci Claude. Je fais très rapidement pour pas vous mettre trop en retard. En une phrase, en fait, simplement, aujourd'hui, ce qui pose quand même problème avec cet enjeu de 6 ans, c'est pas tant le fait de remettre à jour les données. On est tous conscients que, et je réponds au passage à la question qui a été posée à l'instant. Effectivement, le DOE, c'est une variable statistique sur 30 ans. Ça n'a pas forcément de sens de remettre à jour tous les 5 ans. La question qu'il faut se poser, et ça a été bien dit par Claude Giton, c'est de savoir si on est sur la bonne trajectoire. Mais aujourd'hui, pourquoi ça fait grincer les dents les structures porteuses comme la nôtre? C'est parce qu'en fait, on parle d'études qui, quand elles sont externalisées, coûtent 150, 200 000 euros. Ça fait un petit peu mal de se dire qu'on doit relâcher un chèque de 200 000 tous les 5 ou 6 ans en ayant l'impression de repartir à zéro alors qu'on a déjà fait le travail. Là où il y a peut-être un travail à mener et un travail qu'on commence à mener déjà nous à l'échelle de notre structure, c'est de penser les études comme n'étant pas des one-shots, mais comme étant des études qui ont vocation à être mises à jour. Et donc, on parlait tout à l'heure de la question de qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on externalise. Alors, dans l'idéal, on aime bien avoir la compétence partout pour
pouvoir faire un maximum en interne et puis avoir un regard critique sur ce qu'on externalise. Mais ce qui, à mon avis, et là ça n'engage que moi, ce qui est vraiment le grand minimum à internaliser, c'est le cadre global de la définition des volumes prélevables. Les différents modules, milieu, climat, etc., on pourra toujours externaliser, on pourra toujours les mettre à jour, fil de l'eau tous les 6 ans ou plus régulièrement s'il faut, mais le cadre global de l'étude, on n'a pas à le reprendre systématiquement tous les 5 à 6 ans. Et pour autant, aujourd'hui, c'est globalement ce qui est fait. La plupart des territoires Loire-Bretagne qui ont lancé des études HMUC dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, ils ont complètement balayé ce qui avait été fait dans leurs études précédentes et ils sont repartis de zéro. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ça a été notre cas, ça a été très compliqué de défendre les méthodes. Merci Clément. Ces propos viendront conclure cette phase d'échange, questions-réponses. Voilà, ça ouvre des perspectives sur d'autres aspects. Suivi, évaluation, remédiation, actualisation. À quel coût, pourquoi, comment? Je passe la parole à Lionel. Oui, Merci. c'est moi. Merci Jean-François. Merci pour ta synthèse des questions. Merci Clément, Eric, Claude pour les réponses. Merci aussi. Enfin, du coup, Jean-François, je vais faire comme toi, je vais être le porte-parole. Il y a eu beaucoup de remerciements aussi dans le chat à destination de nos intervenants. Ça a été encore un moment intéressant. On a été plus de 130, 1h50, 130, on ne va pas être plus long sur ce volet, mais ça montre aussi l'intérêt. Je le rappelle aussi que cette vidéo sera visible sur le site internet de Région de France. Vous avez été plus de 80 à avoir regardé la vidéo du premier webinaire, donc elle est toujours accessible, elle va être accessible dans la continuité aussi de ce travail. Et du coup, je vais vous laisser je vous remercie pour votre travail aussi, Jean-François. Merci Clotilde. Et Clotilde, je te laisse la parole peut-être pour annoncer la suite. Alors, merci. Donc, je remercie une fois tout le monde. Hein, je vais pas rebalayer. Merci aussi au service informatique de la région Grand Est pour toute la logistique et le support qui est essentiel pour mener à bien cette session. Avant de nous quitter, je vous demande encore 2 petites secondes. C'est sur donc nos prochains rendez-vous. Donc, Monsieur Giton l'a annoncé. Donc, une nouvelle rubrique sur la page Gesto, donc une webconférence le jeudi 3 avril de 15h à 15h30. Donc, les inscriptions sont directement sur le site. Et puis, de notre côté, on se donne rendez-vous donc sur un webinaire consacré donc aux données prospectives, à l'intégration des données prospectives et l'appropriation des données prospectives, sujet que Clément a évoqué tout à l'heure. Donc là, on verra sur nos projections 2050. Le volet économique, le volet des études socio-économiques, des PTGE, on tente de vous construire un webinaire qui permettra de répondre à vos nombreuses attentes. Et puis, un point qui nous est remonté aussi, c'est sur l'animation du collectif. Donc, on construira un webinaire sur ces thématiques. Donc, les dates ne sont pas encore fixées, mais bien sûr, on ne manquera pas de vous tenir informés. On vous adressera donc dans les prochains jours le replay du webinaire, les supports de présentation et puis un questionnaire pour voir un petit peu vos attentes et puis organiser encore d'autres rendez-vous. Voilà, merci encore à tous d'avoir été présents. Je pense que c'était très enrichissant pour tout le monde et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Bonne fin d'après-midi. Au revoir tout le monde. Au revoir.